Ce podcast vous est présenté par FrenchWeb.co. FrenchWeb.co, c'est une offre simple de site internet clé en main. Le point fort de FrenchWeb, c'est le respect de votre budget et de votre planning. Retrouvez notre offre sur www.frenchweb.co. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode et le dernier épisode avant la trêve estivale d'entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on prend la direction de Chicago à la rencontre d'Ismaël. Sans spoiler la fin de l'épisode, Ismaël, en fait, on s'est rencontrés il y a 9 ans à Casablanca. Et depuis, à deux, je pense qu'on a parcouru assez de pays pour faire un peu une rétrospective sur tout ce qui s'est passé sur ces 9 dernières années. Ismaël, je te laisse te présenter. Comme à chaque fois, c'est qui es-tu, où es-tu et que fais-tu? Ok, bonjour Alim, merci pour l'introduction. Je m'appelle Ismaël, en ce moment je suis à Chicago depuis quelques semaines. J'ai attaqué cette année comme une année sabbatique et puis j'ai suivi ma copine mexicaine dans un changement d'emploi. J'ai déjà fait donc 3 pays cette année avec des grosses vacances au Pérou au milieu. J'ai jamais forcément été très très fan des US, genre waouh, c'est magnifique, c'est le plus beau pays du monde, mais je me plais bien dans cette petite ville, on a le lac à côté, les gens sont super sympas. Et j'ai trouvé un travail temporaire qui est de faire des piges pour un guide de voyage, donc je me plains pas trop pour le moment. Merci. Ce qu'on va faire, en fait, on fait une espèce de rétrospective. On se rencontre Ok. à Casablanca, quasi par Oui, c'est hasard, ça, ouais. quasi par hasard, Ben, à la Médina. dans une auberge, ouais, C'est ça. dans la Médina, je te demande où est-ce que tu as chopé une bouteille d'eau à moins de 10 dirhams, et de là, 6 mois après, tu me fais du poulet aux olives. C'est ça, non? Et là, c'est quasi, ouais, c'est presque ça. On s'est rencontrés c'était début août et, Début et- septembre. début septembre, ouais, et on C'était comme une emménageait. rentrée des classes pour moi, je sortais de l'université, tu vois, je commençais en septembre, mais nouveau le travail. Et en fait, on s'est retrouvés en coloc, ouais, de septembre à, je crois, quasi avril, pendant Ouais, plusieurs ouais, mois. voilà. Euh, Alors moi, la première question, c'est qu'est-ce qui t'amène au Maroc à ce moment-là, en fait? Alors, qu'est-ce qui m'amène au Maroc? C'est que j'avais fait une école de journalisme, donc sur 2 ans. Et c'est bien beau de faire une école privée, mais à part pour y laisser ton pognon, si derrière t'as pas de contact et pas de point de chute, surtout à Paris, c'est assez vite compliqué. Donc du coup, après un stage de 2 mois en région parisienne où un pote m'avait hébergé dans une chambre de bonne, euh, la proprio donc de l'appart ne savait pas que j'étais là. J'ai quand même fait 2 mois, hein. J'ai fait vraiment un été de galère. J'ai fait les bains de douche publics, je crois, à 1,30 € à Clichy. De temps en temps, j'allais au camping de Maison Lafitte. Je rentrais, j'avais une barbe de 10 jours, et je ressortais, j'avais perdu 10 ans. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, cette école-là, quand même, m'a apporté un truc à la fin. C'est une annonce qu'ils avaient partagée de la Chambre de commerce française au Maroc. C'était une radio de sport de type RMC qui avait acheté la franchise L'équipe pour faire un magazine sportif. Donc, j'étais rentré en contact avec le red chef de l'époque. Ça s'est bien passé, j'ai fait quelques tests, et donc à la fin de cet été-là où j'étais à Paris en stage, euh, je suis allé au Maroc. Donc, même si j'ai des origines marocaines, je ne connaissais absolument pas le pays, je connaissais absolument personne, et du coup j'y suis allé. Ça, c'était la première année. Et après, j'avais fait des contacts et j'avais été pris dans une autre boîte de com éditoriale. Donc, je me suis fait une saison l'été en France, dans un camping, et je suis revenu donc en 2013 pour un autre boulot. Ouais. Comment Et elle c'est là s'appelait qu'on s'est déjà la connus. boîte? EOS Boraes, EOS, ouais. Ah, je me rappelle. tout en poésie. Après le Maroc, alors toi, tu as un parcours qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est que sur ta vie pro, tu as bossé combien de temps en France? Est-ce qu'on compte les prospectus ou pas? Et Hmm, les contrats d'embauche étudiants à 27 € de la journée à s'occuper d'enfants? Non, en fait, j'ai jamais vraiment Non, bossé en France. ceux-là, on les compte pas. Tout ce que j'ai fait en France, c'était des stages au final. J'ai fait La Dépêche et donc ce stage-là chez Sport 365 sur Clichy. Mais vraiment travailler en France, au final, ça m'est jamais arrivé.
Alors bon, il y a un petit côté l'herbe est plus verte ailleurs. J'aime bien voyager, c'est sûr. Mais Ouais. voilà, j'ai grandi à Perpignan, j'ai fait mon Erasmus à Barcelone, j'ai fait mon école de journalisme à Nice. Déjà, tu sentais que les délires Londres-Paris, ça allait pas être pour moi. Et c'est vrai que tu as fait l'école Nouvelle-Aniste. En fait, on a dû se croiser parce que moi, j'ai fait mes études à Nice pendant que toi, tu étais à l'école Nouvelle à Nice. Ouais, moi j'étais en nouvelle, ouais. Ouais. Non, 2010-2012. on a dû se croiser à Nice sans le savoir. Mais on avait dû en parler à l'époque, ouais, qu'on s'était peut-être loupé pour un an ou deux. Ouais, il faudrait reprendre ça. Faudrait recroiser faudrait recroiser les plannings les plannings d'antan. Et donc ouais, pour revenir sur ton parcours, donc ouais, c'est le Maroc. Après le Maroc, donc ça dure combien d'années? Tu y Le restes combien de Maroc, temps? sur Deux ma ans, 3 ans? deuxième saison, je fais un an, un peu plus d'un an. Ouais. Et bah, j'avais fait des longues vacances d'été, bah, d'ailleurs aux États-Unis. Et je sais pas, je pense que j'avais peut-être loupé un wagon en apprenant pas la langue dès le début. Euh, voilà, je me sentais bien, mais sans plus. J'avais envie de voir autre chose. Et j'avais, depuis mon Erasmus, donc à Barcelone, envie d'y vivre en mode vie active, avec un peu plus de moyens qu'en étant un petit étudiant boursier. Et de là, je suis retourné à Perpignan pendant quelques mois. Et à cette époque-là, les recherches de boulot, je manquais peut-être un petit peu d'expérience. J'ai cherché depuis Perpignan. Donc du coup, ben, j'ai atterri à Malte. Voilà, j'ai commencé à faire des piges pour une boîte qui était dans les paris sportifs, donc publicité pour BetClick, Unibet, avec des comparatifs de cotes et tout ça. Et j'étais chargé donc de prospecter des sites pour faire notre publicité ou d'écrire du contenu pour du coup que les gens cliquent suite à des recherches Google sur Cristiano buteur ce soir, la cote est la meilleure sur tel site, allez-y. C'était D'accord, ça en ok. gros le fonds de commerce de cette boîte-là, l'affiliation ça s'appelle. Et bah, une fois que j'étais à Malte, j'ai pas voulu partir. Donc au final, Malte, ça reste l'île où tu te sens assez vite à l'étroit quand tu y es depuis un an ou plus. Et dès que tu remets un pied à Malte, tu cherches absolument à réserver un billet d'avion pour retourner quelque part. Ne serait-ce qu'un week-end de 3 jours, je sais pas, à Prague, Berlin, quelque chose comme ça. Mais au final, t'es quand même Après, pas si mal que ça, parce que le nombre de personnes que je connais qui ont dit oui, dans 2 mois je pars. Et en fait, il y avait une grosse fête dans une grosse boîte de gaming. Et bah, 2 ans après, tu les voyais, ils étaient encore là-bas, quoi. Et moi, bah, j'ai fait 4 ans. mais c'est clair, bah après, comment dire, perso, je sais pas comment t'as fait pour tenir 4 ans à Malte. Moi, j'ai été à plusieurs reprises, que ce soit pour les vacances ou pour le boulot. C'est petit, quoi. C'est très très petit. Ouais. En tant que touriste, tu fais le tour en une semaine au plus. Euh, les Maltais, bah, ça y est, enfin, clairement, ils sont en minorité sur leur île. Et sur toutes les zones qui sont les centres économiques, ça va être surtout des touristes, et soit pour des écoles d'anglais, soit pour les boîtes qui sont dans le jeu en ligne. Et au final, Ouais. tu t'ancres pas vraiment à Malte. C'est un peu un genre de club med pour adultes Malte. Tu vas y aller pour un cours de langue à 15 ans, avec Education First ou quelque chose comme ça. Tu vas retourner à 20 ans en stage pendant 2 mois dans des usines à stagiaires. Et de là, souvent, les gens restent. Et donc, en fait, tu peux y retourner 25-30 ans, intégrer une boîte. Tu montes très très vite et le cadre est exceptionnel. Enfin, tu J'imagine. fais 5 minutes à pied, tu es en bord de mer sur le Strand, tu bois des bières avec des gens de tous les pays. Ça vibre pour le sport. Donc tout ce qui est fan zone pour les euros, les mondiaux, c'est ça laisse des souvenirs mémorables. Et puis il y a vraiment un esprit de famille. Aussi. Que le pays soit aussi petit avec une telle diversité d'événements culturels. Oui, culturel. C'est surtout des passionnés de sport qui s'y retrouvent pour travailler. Alors il y a beaucoup d'histoires à Malte, hein, ça a joué une place centrale dans l'histoire de l'Europe au moment du siège ottoman vers le XVIe siècle. Donc ils sont quand même très très fiers d'avoir résisté. Le catholicisme est encore beaucoup ancré comme en Italie ou en Espagne par exemple. Mais au niveau culturel, les événements sont quand même limités, quoi. Mais ça bouge, ça oui. Mais ça bouge en permanence. Après, comment dire, c'est assez intéressant que tu soulèves l'histoire de l'île. Pour la petite anecdote, moi j'ai le souvenir d'avoir été en novembre 2011 au moment où le divorce venait d'être légalisé. Oui, ça m'étonne pas. Oui. Novembre 2011, je me rappelle si j'avais lu ça dans la presse locale. Donc, Très, très traditionnel, très conservateur à Malte.
Mais oui, pour en revenir au foot, ouais, les fan zones, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi, parce que tu as tous les pays d'Europe et même des pays du monde. Tu peux avoir des Brésiliens, des Colombiens qui viennent à une école de langue réunis Ouais. au moment d'un mondial de foot. Je pense que tu prends n'importe quelle capitale, même la plus cosmopolite, c'est impossible de faire un truc pareil, quoi. Bon, Et après, sur la finale de Coupe du Monde, on a quand même eu du mal à trouver des Croates, quoi. On a passé tout l'avant-match à chanter la Croatie, on sait même pas où c'est. Et personne est venu nous dire, bah si, moi, c'est là. c'est un pauvre croate ici, c'est là, regardez sur une carte. Là. Là, c'est entre là et là. C'est même lui, il sait plus. Non, mais en fait, on a vraiment tous des bons souvenirs de Malte. Il n'y a pas vraiment de problème, en fait, quand tu vis sur l'île. Mais on a conscience que c'est pas la vraie vie, quoi. Et qu'à un moment donné, la fête va s'arrêter. Voilà, tu parlais d'événements culturels. Si événement culturel, c'est aller dans la rue où il y a toutes les boîtes toutes les semaines. Ouais, ouais, ça bouge beaucoup culturellement. Ouais. Comment elle s'appelle la rue? C'est la rue Saint-Georges? Euh, je sais pas le nom de la rue, si la rue a un nom, c'est Patcheville, le quartier. Ouais, mais je crois que c'est la rue Je pense que j'y voyais la rue Saint-Georges. suffisamment flou pour jamais lire l'écriteau quand j'en revenais. En fait, c'est avance. C'est quand tu vois une masse, quand tu as une grosse foule, c'est que t'es arrivé. Non, mais c'est ça, il y avait eu un truc là-bas, c'était. Il y avait des escaliers donc la rue centrale, c'est que des escaliers, donc c'était de suite très plein les vendredis et les samedis soirs. Et il y avait une boîte où tu accédais par des escaliers en verre. Et il y a une fuite de gaz, Oh putain, merde. et bah, tout le monde qui évacue, et forcément le petit escalier en verre, il s'est effondré. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu une personne qui est décédée, et là tu te rends compte qu'il y a des gamins de 13-14 ans qui vont en boîte, quoi. Donc, ouais, c'est Malte, hein, C'est mal. c'est comme ça, c'est le charme de cette île, Non, quoi. mais tu viens de le résumer, c'est Malte. Après Malte, comment dire, on va revenir à ton parcours. Après Malte, Mhm. euh, là, comment dire, donc après le Maroc, la question de revenir définitivement en France ne se pose pas. Euh, Après Malte, du coup, est-ce que la question de revenir en France, là, elle se pose ou pas encore? Alors, Malte, j'ai vraiment un moment où je me dis il faut que je parte. J'en avais vraiment marre. Et là encore, je cherchais à distance donc pour Barcelone. Et je remarquais que mon CV était un peu léger pour vraiment être bankable et m'exporter facilement. C'est que, entre-temps, j'avais changé de boîte et j'avais été en charge de supervision technique. J'étais traîneur et je faisais les qualités pour une équipe de quasiment 10 personnes pour un service client, mais c'était pas costaud, quoi. Et j'ai eu l'opportunité dans la boîte où j'étais à ce moment-là de passer au marketing. Alors, ça m'est pas venu instinctivement de suite parce que j'ai toujours adoré faire dans l'humain et travailler avec plein de personnes, transmettre le savoir, donner des armes en fait pour le travail. Et je me suis dit, ah, marketing, un peu tout seul, toute la journée, peut-être c'est pas pour moi. Et en fait, j'étais en train de pousser certaines personnes de mon équipe à postuler. Et ils me disent, mais ça va pas la tête, c'est pour toi ça, qu'est-ce que tu viens de parler de ça? J'avais rien à faire moi du poste au marketing qui s'ouvre. Vas-y, quoi. Et ben, ça m'a permis de retrouver l'écrit, parce qu'à la base, avec la formation de journaliste, j'étais parti sur l'écrit. Quand j'étais arrivé à Malte, c'était donc pour écrire du contenu. Et avant ça, en étant secrétaire de rédaction, tu avais la langue au cœur de ton, de ton métier, quoi. Donc, ça m'a vraiment ouvert des perspectives. C'est-à-dire que quand j'étais sur la partie service client, euh, bah, c'est vraiment un boulot où il faut être à fond, très rapide et pas trop réfléchir, quoi. Moi, de base, j'ai un profil un peu scolaire. Oh, ça peut avoir du Et bon, pas hein. forcément. Oui, mais d'ailleurs, là où cette boîte était très intelligente, c'est qu'ils cherchaient à monter des équipes vachement hétérogènes et pour que ça fasse un collectif qui soit viable et qui soit équilibré, quoi. Donc, enfin, vraiment, j'ai été accueilli comme dans une famille. C'était une expérience incroyable. Mais ensuite, quand tu,
Attends, je me suis perdu là. C'était quoi ta question en ligne? Non, c'est est-ce qu'après Malte, la question de revenir définitivement en France se pose ou pas du tout? Oui, donc j'ai essayé de postuler à Barcelone à cette époque et ça n'a pas été couronné de succès. Donc quand j'ai vu l'expérience qui m'était proposée dans la même boîte en faisant marketing, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais vu du coup en sondant un petit peu le marché que c'était quelque chose qui était beaucoup plus recherché sur Barcelone. Par exemple, tu pouvais avoir, je vais prendre l'exemple d'une boîte où j'ai postulé, c'était à moitié service client et à moitié marketing en étant en charge des newsletters en français, en espagnol et en anglais, quoi. Ce qui était carrément mon profil. D'accord. Donc je reste à Malte malgré tout, jusqu'au moment où en fait j'ai une opportunité d'aller travailler à un pays où j'étais allé dans un pays où j'étais allé en vacances et que j'avais adoré, c'était le Costa Rica. Donc au final, j'ai dit bon ben Barcelone, ça attendra. On va aller au Costa Rica. Et donc j'ai fait 6 mois là-bas, au milieu des oiseaux de toutes les couleurs, les plages, le surf. C'était assez sympa. Ouais. Comment dire, à ce moment-là, entre le Maroc, Malte et le Costa Rica, qu'est-ce qui est le plus difficile Tu- quand tu débarques dans le pays? sur, je pense que c'est commun à un peu tous les pays. C'est commencer de zéro. Même entre les deux fois où je suis allé au Maroc, c'était repartir d'une auberge. Bon, l'auberge, c'était comme moi, ça des couvertures sales, il fait 30 degrés. C'était, voilà, c'est pas le grand luxe. Mais en même temps, ces phases-là, c'est là où tu rencontres des gens où l'imprévu te tombe dessus. Et bah, la preuve, hein, souvent les contacts que tu fais à ce moment-là, c'est des contacts qui durent. Ah, Donc, ouais, dans notre cas, ça dure depuis 9 piges. ouais. Ouais, bon, j'en suis à 3 pays dans l'année, je vais pas te dire le contraire. Mais en soi, c'est plus le moment de se décider à partir. Une fois que tes bagages sont faits, alors pour moi souvent à la dernière minute, et que bah, tu es dans l'avion, tu es content de ce que tu découvres. Tout est nouveau, tu apprécies voir des nouvelles choses, des nouvelles têtes, enfin, c'est rafraîchissant. Là, sur cette année où j'en avais vraiment besoin, voilà, tu bouges, tu parles, tu rencontres des gens qui viennent de plusieurs domaines différents, ça t'inspire, enfin, c'est rafraîchissant. En fait, je suis presque plus nostalgique des débuts à chaque endroit que vraiment dégoûté d'avoir dû changer de lieu. Quoi. Moi, changer de lieu, c'est pas quelque chose Mais qui m'a jamais posé de problème. je comprends parfaitement ce que tu dis sur les débuts. J'ai vécu ça au Maroc, j'ai vécu ça en Bulgarie et ailleurs. Par contre, je ne l'ai pas vécu au Portugal parce qu'au Portugal, je partais avec l'optique de rester plusieurs années. Ah ben, ça m'a fait ça à Barcelone. Tu vois. Il n'y a pas, mais vraiment, c'est le Portugal. J'ai adoré les 3 ans que j'ai passés. Après, comment dire, comme tu sais, j'y retourne régulièrement. J'ai toujours, mon Mhm. business tourne encore là-bas. Euh, mais vraiment, je le sais rétrospectivement, c'est que je me dis, il n'y a pas eu cette excitation du début où j'étais arrivé Ouais, je dans un sais. mood, voilà, je pose mes valises et je pose ma vie. Mhm. Et tu sens que ça va pas être temporaire. Ouais. Ouais, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. En tout cas, pas sur nous, quoi. Mais ouais, moi, en fait, je suis arrivé à Barcelone, du coup, après le Costa Rica, à l'été 2019. Ouais. Et je voulais vraiment, enfin, après presque allez, 8 ans de vadrouille, enfin 10 ans en comptant Nice, et, ouais, avoir un chez moi. Me dire, ok, j'ai un truc tout con, mais j'ai un super bouquin sur le Barça, l'histoire du Barça. Je vais avoir un salon, et il y a le bouquin, tu vois, et c'est chez moi. Donc en fait, déjà, je suis arrivé chez un pote chez qui j'ai fait un mois où j'avais beaucoup trop de valises. Le mec du Blablacar qui m'avait embarqué, il a rien dû comprendre. Et, euh, et donc, en fait, tu veux un truc et tu essayes de forcer un peu la chose. Par exemple, j'ai voulu un truc un peu, pas luxueux, mais bien et confort. Et c'était pas le moment. C'est-à-dire que j'ai pris un appart à la chambre. C'était une agence qui louait chambre par chambre. Ouais. Et bon, bah, c'était cher pour ce que c'était. Et puis, je suis pas resté au final. Après, donc, du coup, tu cherches à trouver un appart. Le problème, c'est qu'à Barcelone, il faut une carte de résident.
Donc, tu essayes de trouver un plan un peu avec d'autres personnes qui peuvent chercher, qui peuvent être à même de partager. Et je me suis pas vraiment senti chez moi très tôt. Et en fait, je me suis trop mis de pression bizarrement pour me dire, ok, j'ai la famille à 2 heures, je veux qu'ils puissent venir, je veux pouvoir les accueillir. Et je me projetais aussi beaucoup trop, tu vois. Au lieu de prendre les choses comme elles venaient et de forcément m'amuser, je prenais les choses dans une optique beaucoup trop sérieuse. Et c'est un truc qui m'est jamais arrivé, même à Malte, où je suis resté au final 4 ans, dans un endroit où je prenais les choses comme elles venaient, quoi. J'ai eu une longue relation sur Malte, Mhm. mais jamais, vu que quand je suis arrivé, j'étais arrivé frais et avec un œil neuf, je me suis jamais senti vraiment en mode, il y a quelque chose qui matche pas, tu vois. Ah non, je comprends, ouais, mais c'est vrai que c'est particulier. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de. C'est pas qu'il y a un côté blasé ou autre, mais c'est pas ta première. Comment dire, si tu pars du principe, c'est que c'est pas ta première expatriation. Déjà, ça joue. Ah, ça joue énormément. Et puis t'es un peu dans, tu te dis, ça y est, là, je suis dans la vie réelle, faut que je gère, t'es sur du 5 ans, 10 ans, tu te dis, bon, en fait, non, c'est pas comme ça que t'attires à toi les choses qui te correspondent, quoi. Parce que t'es plus dans la peur, entre guillemets, que vraiment dans l'ouverture. Après le Costa Rica, ça a été quoi après le Costa Rica? Donc, après le Costa Rica, ça a été Barcelone. Donc, j'ai eu la chance de poser mes valises déjà avec un travail. Ce que je n'avais pas du coup encore, c'était l'appart. Euh, Très content de d'accomplir ce qui était un rêve pendant assez longtemps. Mais l'horloge tourne et en fait, même pas 2 mois après, je fais mes 30 ans. Et là, gros coup de vieux, enfin pas coup de vieux, mais gros décalage en fait. Là, tu te rends compte que depuis ton Erasmus, je l'avais fait très jeune, j'avais 19 ans, il s'est passé 10 ans. Et un truc que j'avais toujours voulu faire et que j'ai fait, c'était, parce que bon, j'adore les langues, j'en parle 5, c'était faire bénévole dans l'association d'Erasmus. Donc, c'est-à-dire les étudiants euh, étrangers européens qui sont dans les universités de Barcelone Mhm. sont accueillis par des volontaires ou des bénévoles qui proposent des activités et, euh, et donc les aident à s'intégrer et les accueillent. Mais quand tu vois que tu as 30 ans et que tu vois des gens de 22, 23 ans, en fait, tu te sens un peu légitime. Et je m'y attendais pas à ça, tu vois, de me dire waouh. Et là où il y a eu un gros travail d'adaptation, c'est forcément, c'est pas le Barcelone que t'as quitté qui t'attendait. Enfin, réveille-toi, mon gars, il s'est passé 10 piges. Donc, et puis voilà, tu es dans la vie active, tu fais ton travail à des horaires de bureau. Donc, voilà, il faut apprendre à. C'était plus Malte, donc il fallait apprendre à se comporter à l'adulte, à faire des choix. Parce que Malte, tu as quand même un cadre de vie où toutes les boîtes savent que tu vas aussi pour le cadre de vie. Donc, il y a un côté un petit peu relax, quoi. Tu peux aller au boulot en tongs et aller faire un pouf entre midi et deux. Là, c'était quand même le travail d'adulte dans la grande ville. Une chose qui me faisait peut-être un peu peur des années avant en allant à Paris, tu vois. Là, je l'ai trouvé à Barcelone. Et tu y restes combien de temps là à Barcelone? J'ai fait, jusqu'à ce que je démissionne, ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi à J'ai fait Barcelone. 2 ans. Ouais. Et là, qu'est-ce qui fait que du coup, Et tout. qu'est-ce qui fait que tu refais tes valises et que tu repars à quelques milliers de kilomètres? Bah, en fait, je m'étais déjà un petit peu préprogrammé sur fin 2020, début 2021 pour faire une année sabbatique en 2022. D'accord. Il y a eu tout ce qui est un peu privation de l'époque Covid. Euh, il y a eu aussi des conditions de travail dans l'entreprise où j'étais, où j'ai vu petit à petit la boîte s'éloigner des valeurs que je pensais qu'elle avait. Et moi, à un moment donné, j'ai atteint l'étape où tu vois un petit peu House of Cards, par exemple. C'est du calcul politique. Voilà. Et au final, j'étais plus dans le calcul politique pour répondre à certaines attaques, pour mettre en avant mon image, pour montrer patte blanche, pour arriver à obtenir des trucs. Et si on prend l'exemple de la dernière année, j'ai pas vraiment mis en place de projet. J'ai pas non plus vraiment appris quoi que ce soit, donc je dirais pas que c'est une année perdue, parce que ça me permet du coup là de financer cette année sabbatique et de laisser venir les choses sans pression.
Mais ça a été un tout, en fait, ça a été une fin de cycle sur beaucoup de choses. Et aussi l'envie de partir, une rencontre, vu que j'ai rencontré une copine mexicaine sur des vacances d'été. Donc ouais, c'était le bon moment pour moi de partir. Là, ça nous amène où? Ça nous amène au Mexique, du coup. Euh, Tout ça, comment dire, tout ce périple nous amène au Mexique. Ça se passe comment au Mexique? Bah écoute, mon arrivée au Mexique, on est début décembre. Je prends vraiment le soin de partir avant de m'engourdir avec les fêtes de Noël en Europe. Et je retrouve une ambiance un peu bouillonnante comme au Maroc, c'est-à-dire Mexico City, forcément, c'est là où ma copine vivait. Et énormément d'émulation, énormément de vie dans les rues. Enfin, je prends vraiment plaisir et du temps à me perdre là-bas, découvrir la ville. J'y vais vraiment dans un objectif. Je suis en vacances, j'attaque une année sabbatique et on verra un petit peu où le vent me mène, quoi. Je pars pas mal en petites vacances à l'intérieur du pays, avec un ami notamment. Comme je t'ai dit, j'ai fait un camp hippie où on vivait sur place avec des moyens très 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 rudimentaires. Mine de rien que le fait de passer 3 jours sans technologie, euh, pas un téléphone à utiliser, pas de réseau, on ne check rien, on ne sait rien de ce qui se passe dans le monde. Ça fait un bien fou. Même la musique, c'était voilà, il n'y avait pas d'enceinte, il n'y avait pas de sono, c'était des petites guitares, des petites ukulélés. Et en fait, ce que je me dis sur cette année-là, c'est que ça va être une année qui va me permettre de découvrir pas mal de choses à mon rythme. Euh, je regarde un petit peu quand même les offres marketing manager, CRM marketing manager, pour voir un petit peu ce que je peux pousser, ce que je peux améliorer sur mon profil par rapport à des choses que je faisais pas sur mon poste précédent. Donc, grosso modo, je retiens Google Ads, euh, Instagram pour les réseaux sociaux, bien sûr aussi le SEO, donc le Search en Engine, tout ce qui est référencement Google. D'accord. Et je me dis que voilà, au cours de l'année, je vais aller en expérimentant. Par exemple, bon, Instagram, en voyageant, ça a été assez facile de développer mon compte. J'essaye d'apprendre un peu les techniques pour à gagner des followers, essayer de faire de. Donc, sans me prendre trop au jeu et sans me prendre trop au sérieux non plus. Notamment parce que selon où tu n'as pas de réseau et tu as vraiment envie de faire le voyage pour toi. Mais je crois que j'ai fait fois 4 ou fois 3 en quelques mois sur mon compte. Je me suis aussi formé à Google Ads. Euh, à un moment donné, d'ailleurs, j'étais en contact pour faire assistant d'une freelance qui était implantée à Mexico City. Elle cherchait quelqu'un de trilingue, donc au niveau profil, c'était bien. Elle cherchait plus un profil mexicain, donc la rémunération a posé problème. Mais pour moi, pouvoir apprendre vraiment sur le terrain en me confrontant à la pratique, ça aurait été un acte de fou, quoi. En plus, je restais sur une frustration de ne pas avoir vraiment mené trop de projets et fait d'études de données sur mon dernier taf. Donc, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Mais voilà, je suis surtout dans une logique de voyage. Donc, au début, quand j'arrive, je prépare 2 voyages. Je prépare le Pérou et je prépare le Chili. Malheureusement, le Chili, l'île de Pâques ne rouvre pas comme c'était prévu. Donc, on annule ça avec ma copine. Mais en fait, je commence à me prendre au jeu de préparer des voyages. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. Là, par exemple, le jour d'aujourd'hui, j'ai partagé des itinéraires et aidé des gens pour les aiguiller via mon compte Instagram et via un site aussi. Parce que quand j'étais en Espagne, j'avais remarqué que beaucoup d'amis et de familles qui forcément avaient envie de sortir de France hésitaient à franchir la frontière. Tu vois. Oui, le Covid, les tests, on n'a pas le droit. Et j'étais en mode, c'est bon, je vous envoie une copie de mon contrat de logement. Enfin, surtout la famille, on a le même nom de famille. Vous dites que vous allez chez moi et vous allez pouvoir aller. Enfin, on vous laissera me rendre visite. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réticence à franchir le cap en étant enfermé aussi longtemps dans son pays, dans sa routine,
après 2 ans de Covid, à franchir le pas de se lancer, d'aller voyager à l'étranger. Est-ce qu'on va pouvoir faire une escale? Est-ce qu'il manque pas un papier? Pour le Chili, il y avait genre 6 ou 7 documents à fournir avec des démarches, à télécharger des documents, des passes Covid. Après, faut avouer qu'il n'y avait aucune coordination, quoi. Si tu décollais d'un pays pour aller à l'autre pays, si on te donnait une info au moment de décoller, tu en avais une autre au moment de l'atterrissage. Non, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Le pire que j'ai su, c'est un ami qui revenait de Séville à Paris. Non, il n'y a pas de problème. Et en fait, son retour tombait le premier jour où il fallait faire un test de moins de 24 heures et puis un test de moins de 72 heures. Il y a laissé 500 balles, quoi. Et non, du coup, voilà, en étant assez libre, parce que j'avais pas de contraintes financières euh, d'aucun niveau sur ce début d'année, voilà, tu te retrouves avec des demandes de gens qui te disent ouais, j'ai des amis qui veulent venir voyager avec moi au Pérou, mais ils sont pas vaccinés. Est-ce que ça va le faire, quoi? Et des trucs assez techniques au final. Et bon, moi j'ai mon expérience là récente du Pérou, du Mexique, maintenant des États-Unis, mais même sans ça, c'est des trucs qui évoluent très très vite, quoi. Et en me retrouvant sur des auberges où tu vas croiser des gens qui viennent d'à peu près tous les pays à la fois, il y a énormément de backpackers qui font le tour d'Amérique latine, là, depuis 6 mois, 1 an. Et tu peux facilement recouper des infos, faire des contacts entre les conditions d'entrée en Colombie. Bon, moi j'ai fait une escale en Colombie, Guatemala, et ça te donne des idées en fait. Et j'ai vraiment une démarche en fait de me dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Voyager, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de partager? C'est des trucs de voyage. Et donc je m'en sers plus ou moins comme d'un outil pour découvrir de nouvelles choses. Monter un site, rajouter des add-ons, faire un peu des Google Ads. Bon, là, comme tu sais, Aline, je suis en train de faire des piges de reporter voyage, donc j'ai un peu mis ce projet en stand-by. Mhm. Mais dans le fait de partir comme ça, sans avoir de plan défini, tu sors en fait d'un environnement un petit peu fermé, un petit peu toxique, où tu vois pas de nouveaux horizons et tu parles à des gens qui, voilà, moi j'ai lâché le journalisme il y a très longtemps, mais j'ai rencontré une journaliste catalane de Barcelone qui faisait des piges sur Barcelone, ça m'a intéressé. Tu rencontres aussi des gens qui du coup ont essayé de faire des voyages et qui ont essayé de bloquer et qui sont restés bloqués aux frontières. C'est des choses qui retiennent ton attention et tu te dis ah peut-être j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Tu rencontres des Français qui se sont expatriés autour du tourisme et qui t'expliquent ce qu'est Tour Leader. Euh, Moi, je me suis retrouvé au Pérou avec un guide espagnol et un touriste américain. Bon, il parlait quand même plus ou moins anglais, mais j'étais toujours là à aider, tu vois, sur des mots, sur des traductions. Et, et je dis, putain, mais en fait, c'est ça que je kiffe. Et une semaine après, je rencontre un Français qui dit, bah, avant, j'étais tour leader pour telle boîte. Et maintenant, j'ai mon agence de tourisme. Et je dis, c'est quoi tour leader? Ben, en fait, tu aides un groupe en étant déjà sur place. Ouais. Tu planifies tout et tu bouges avec eux. Et là, je suis là, je fais, en fait, genre les Français qui vont dans des pays anglais ou espagnols et qui parlent aucune des deux langues, parce que souvent les guides touristiques parlent au moins ces deux langues-là. Il me dit oui. Je dis ok, ben, si jamais je sais pas quoi faire dans quelques mois, je vais taper ça dans LinkedIn et ça va être ça mon projet, quoi. Et là, aujourd'hui, ça en est où? Bah écoute, pour le moment, ouais, comme je te disais, j'ai aiguillé une dizaine de personnes sur soit des envies d'expatriation sur le Mexique, sur en fait, là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait jamais été fait, alors peut-être après je me trompe, c'est prendre des gens au moment où ils ont une envie de voyager, Ouais. sans avoir une idée forcément précise, et qui cherchent un pays qui est accessible. Par exemple, où est-ce que je peux aller si je suis pas vacciné? Bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup, il ne reste plus que le Mexique. Ça, c'est une réponse qui peut être apportée, tu vois. D'accord. Et ça, Même au niveau des profils de voyageurs, est-ce que tu y vas pour un voyage en couple avec un minimum
de luxe, entre guillemets? Est-ce que tu y vas pour être totalement à la route? Là, il n'y a pas longtemps, une amie de Barcelone m'a dit on va aller avec des potes, on hésite entre le Mexique et le Pérou. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, même à l'intérieur du pays, la saison, aussi. mais aussi pourquoi tu y vas, quoi. Si tu y vas pour faire des bottes parties, vivre comme un Américain, ben, va à Cancun, mais ça va te revenir très cher. Si tu vas pour un sentier un peu plus balisé où tu peux découvrir une culture préhispanique, bah, va plutôt au Pérou, quoi. Surtout si tu aimes les grands espaces, les altitudes. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui m'a inspiré ces derniers temps dans mon parcours. Après, à côté de ça, j'ai pas non plus été fermé à faire d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai pu mettre en place donc des campagnes de communication pour notamment un couple qui était dans le développement personnel, donc tout ce qui est workflow, welcome funnel, D'accord. pour fidéliser les clients, qui est quand même sûrement mon point fort et mon cœur de métier à l'heure actuelle si tu regardes mon CV. Mais le fait de développer une passion que tu auras toujours à côté pour pas justement te retrouver dans un moment où tu te sens enfermé géographiquement, où il n'y a plus grand chose qui te donne envie, tu as toujours ce truc à côté, quoi. Par exemple, toi, quand tu fais ce podcast, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Excellente Est-ce que tu question. le sens pro ou est-ce que tu le sens plutôt C'est les deux. quelque chose qui t'inspire et qui en même temps permet. Non, c'est les deux. Comment dire, bah, du coup, je vais répondre à ta question. T'as dit avoir envie le journalisme, mais tu sens qu'elle a, comment dire, On y revient toujours à un moment ou autre. exactement, c'est comment dire, c'est la moindre incartade, c'est tu poses, tu lis ta question. Non, il y a comment dire, il y a un process qui est pro. Là-dessus, le contenu que je récupère entre guillemets auprès des invités et que je diffuse gratuitement en attendant rien en retour, c'est un contenu qui est pro et en fait, et c'est un contenu qui permet aussi à une audience de s'inspirer. Déjà, moi, ça m'inspire parce que je découvre des parcours qui sont complètement délirants. Clairement, c'était du parcours classique. Et j'ai même eu sur le podcast des invités qui me disent, moi, en fait, sur une certaine thématique, c'était au Canada, par exemple, où la personne m'a dit, moi, jamais de ma vie, je serai entrepreneur. Ouais. Mais en fait, on a discuté d'autre chose. Non, bien sûr, il y a la légitimité d'être pro, le contenu est pro, et surtout, ça permet aussi aux auditeurs d'avoir du contenu sur notamment un pays qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et tu as aussi la visibilité, si on prend l'exemple d'Elizabeth Doyle, l'une des premières invitées que j'ai eues, en fait c'est assez intéressant d'avoir le point de vue d'une Américaine qui a quitté le Mississippi pour débarquer à Saint-Étienne. Ah oui, ça marche dans ce sens-là aussi. Voilà, si tu croises une personne dans la rue à Saint-Étienne qui te dit comment dire, j'ai grandi dans la culture de Tom Sawyer, tu dis ok, pourquoi t'es là? Et là tu tends le micro et tu discutes pendant 1 heure. Oui, bah, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est rarement, je pense, indissociable d'un parcours de vie, quoi. Les gens qui ont autant vadrouillé, si tu cherches juste à savoir, ok, c'est quoi ton CV, tu fais quoi, tu comprendras rien. Après, comment dire, c'est toi et moi on s'est rencontrés il y a maintenant 9 piges. Je Mhm. pense que si comment dire, si on pourrait faire un test à l'aveugle, c'est choisir un cabinet de recrutement et puis envoyer nos 2 CV. Ah, ils vont rien comprendre. On est d'accord. Et on va voir, Après, ça dépend. on va voir. Sur des endroits un peu internationaux, peut-être. Alors, en Oui, on France, va intéresser je sais pas s'ils y sont on encore va là. intéresser les services de renseignement. Attends, non, mais clairement, c'est si on liste des pays où on a bossé, on a eu des clients, mais laisse tomber. Les gens se rencontrés au Maroc. Le Maroc, il y a quoi pour toi? Il y a le Costa Rica, le Mexique, Malte. Ouais, bah là, on peut ajouter les États-Unis. Même si je bosse pas pour une société d'ici, bah, je bosse aussi d'ici. Ouais, non. Non, mais je pense que c'est aussi une nouvelle. Enfin, maintenant, c'est intégré, je pense, dans notre génération et en dessous, d'aller en prenant les expériences, d'aller en découvrant. Et c'est pas forcément quelque chose qui serait sanctionné, entre guillemets, au niveau de l'évolution professionnelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des profils un peu multifacettes.
Mais ça, il faut remercier le Covid, parce qu'à un moment donné, avec le Covid, les entreprises ont compris que même leurs salariés, on parle pas de perte d'entreprises qui avaient déjà mis en place le principe du remote ou autre, du télétravail. Les entreprises ont été contraintes de le faire. Et certaines boîtes se sont rendues compte que c'était en fait que leurs salariés étaient peut-être un peu plus productifs, qu'ils étaient peut-être un peu plus détendus. Parce que quand tu dois être à Paname ou à Chicago ou n'importe quelle ville, tu tapes 1h, 45 minutes, 1h, 1h30 de transport le matin pour y aller. Pour rentrer le soir, donc quand tu es à 1h, 2h, 3h de transport et compagnie, moi qui suis pas un gros dormeur, honnêtement, je préfère dormir 1 heure de plus le matin. Ici, il y a beaucoup d'entreprises, enfin même au Mexique, qui continuent à faire des systèmes mixtes, où en fait, par roulement, les gens continuent à aller au bureau. Bon, ça peut dépendre des jauges et du niveau de contamination du Covid dans la ville, mais tu gardes le contact avec ton entreprise, une certaine communication avec tes collègues les jours où tu es au bureau, mais tu as aussi, mécaniquement, Mexico City c'est très très grand, un temps personnel qui a augmenté, quoi. C'est vrai que ça peut éviter de tomber dans cette routine où tu penses au truc que tu as à faire et puis à chaque fois tu te dis bon ben là vite je me dépêche, je vais au travail. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas capable en fait de donner cette confiance à l'employé, de, de le responsabiliser sans avoir la peur un peu de perdre le contrôle sur ce qu'il fait à l'instant T, quoi. Mais je pense que oui, ce genre de forme de travail, là, le, le modèle qu'on nous vend, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, c'est le fait de travailler à l'autre bout du monde, au bord d'une piscine. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Faut avoir une grosse autodiscipline, je pense. Et peut-être que, voilà, à un moment donné, le modèle de tout le monde qui voyage tout le temps partout, ça va aussi s'essouffler. Il va falloir mettre un stop. Mais déjà, le fait de gagner au niveau du temps une certaine flexibilité qui te permettent de pas caler tes semaines de vacances pour un mariage, deux, trois obligations sociales, et au final, après, tu prends 2 semaines pour te reposer, mais tu respires jamais vraiment dans un endroit extérieur à ton cadre. Ce système de travailler un maximum de temps à distance peut le solutionner. Il y a ça, et puis après, il y a une certaine flexibilité. Tu le disais, par rapport à notre génération, on est un peu plus agile avec ça. Après, étant donné que ça fait des années, ça, on a été, comment dire, pendant des années que, en fait, on partait du principe que, étant donné qu'on bossait derrière des ordinateurs, on servait strictement à rien. Tout ce qu'on faisait, c'était du bullshit job. Mais il y a un truc qui est passé qui s'appelle le Covid, et tu te rends compte que le type que tu méprisais parce qu'il faisait un bullshit job, finalement, l'économie, en fait, comment dire, je vais pas dire qu'on a sauvé le monde ou on a sauvé l'économie. Demain, tu n'as plus un Attends de voir ce qui lui arrive d'ici quelques années, Voilà. pour dire qu'elle est sauvée. On va attendre un peu. Mais je pense que, imagine le Covid, entre 2020 et on va dire début 2020 et fin 2021, toute l'économie internationale sans réseau d'IT, sans web, ça va être très compliqué. À une époque, on pouvait le faire si on était 500 millions sur Terre. Gérer la logistique pour 7 milliards de personnes, Il n'y a plus assez de diligence de toute façon. Déjà, il fait vachement plus chaud, donc les chevaux ne tiendraient pas. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire, mais moi je vais te donner un exemple, j'étais à Lisbonne, là, je rentre de Lisbonne, au moment où on enregistre, je suis rentré de Lisbonne en fin d'après-midi, début de soirée. Ça va l'empreinte carbone? Tout se passe bien? L'empreinte carbone, je pense que le jour, honnêtement, je pense que je peux être condamné pour. Mais j'essaie de prendre le train. En fait, j'ai fait Bruxelles-Marseille en train. C'est louable. Voilà, on essaie de temps en temps de de contrecarrer le mal qu'on fait sur terre. J'arrive à Lisbonne le samedi soir et en fait, mon PC me lâche. Je pense que c'est le chargeur, j'en achète un avant de partir, il fonctionne pas. Je me dis bon c'est pas grave, donc le dimanche j'en achète un autre et en fait le dimanche le podcast du lundi doit sortir. Et cette agilité m'a permis d'envoyer un texto à Cyril qui coproduit le podcast et qui le mixe en lui disant écoute, voici mes codes au chat, s'il te plaît, est-ce que tu peux balancer le podcast?
Et il a pris, il l'a compressé, il l'a mis sur Ocha. Et il m'envoie un texto, bah écoute, il est programmé pour demain 7h. Si t'as pas cette agilité, aujourd'hui, tu vas voir n'importe qui dans n'importe quelle boîte, essaye de faire... Et je suis resté 4 jours sans PC. Hein. Donc 4 jours pour du business sur Lisbonne avec un téléphone. Tu dois avoir un niveau de stress le plus bas possible. C'est un champ assez limité d'action. Et bah mine de rien, en fait, putain, tu bosses en 4 jours sans PC en fait. Parce qu'on a tout dématérialisé, mais voilà, après, c'est pas un modèle pour tout le monde. Non, aussi, des fois, c'est pas plus mal de ne pas avoir d'ordinateur devant et juste bouger d'endroit et les idées, elles viennent, quoi. Je pense qu'il faudrait un jour ou une demi-journée sur une semaine de travail, juste toi, ton cerveau, aller dans un parc et voir ce qui en sort, quoi. Et je t'invite, ouais, bah, écoute, c'est très simple, je t'invite à aller sur le site, je crois que ça doit être surmonportable.fr ou .com. En fait, c'est une asso. Je vais regarder ça. Voilà, bah écoute, ouais, comment dire, et je salue Boris au passage, qui est le président de l'asso, qui est près de Toulon. Où en fait, ouais, la promotion de l'association, ouais, c'est de temps en temps être sans son portable. C'est une bonne idée, là. C'est très con, hein. Mais Moi, ouais. j'ai jamais eu autant d'idées sur les 2-3 dernières années que en faisant des treks au Pérou, là. Voilà, on est clair. Et 2-3 idées par jour, tu es dans l'évasion, tu es dans la rencontre, tu vois des nouvelles personnes, il y a de l'émulation, il y a des trucs qui viennent, et puis Et généralement, tu te régénères un peu, quoi. Généralement, les idées, lorsqu'elles pop, elles sont d'une évidence. C'est ça, je dis putain, mais c'est logique, c'est ça en fait. Et là, pareil, je dis, mais pourquoi ça n'existe pas? Je sais pas si ça te le fait, mais moi, c'est en permanence. C'est à chaque fois que je pense à un truc à gauche, je dis putain, mais pourquoi ça n'existe pas? Et tu vas regarder sur internet et ça n'existe pas. Là, on a déjeuné, dans le cas de prendre, on a déjeuné avec une pote hier à Lisbonne, et je lui parle d'une idée qu'elle m'avait partagée. Elle m'a dit non, mais ça serait sympa que tu fasses ça, ça, ça. J'y ai pas pensé, j'y pense plus. Après, je me dis écoute, le marché est tellement gros dans ce secteur-là que tu as quelqu'un qui va prendre la niche. Hier au café, je lui dis bon, alors je fais cette idée, ça en est où? Elle me fait il n'y a personne qui l'a fait. Elle me fait mais moi, j'ai pas le temps de la faire. Et là, je la regarde, je fais écoute, je pars du principe que dans quelques semaines, je te livre la V1 du site. Et là, pareil, t'imagines 2 ans à Lisbonne, qui est une ville qui est en train d'exploser, ça a l'air en ébullition permanente. Dans cette niche-là, je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un mastodonte du secteur qui a compris l'intérêt, l'idée, le machin. Et en fait, non. Donc, Toi, par rapport aux idées comme ça, c'est quoi ton point de vue? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent ouais, j'ai une idée, il faut que je la garde à tout prix. ouais. Et il y en a qui sont à te dire, de toute façon, si c'est une bonne idée, même si tu en parles à des personnes, Ouais. déjà elles te diront et te confirmeront que c'est une bonne idée, mais surtout il y aura de la place pour tout le monde, quoi. Et que s'il y a peu de monde sur ce truc-là, ou peu de monde qui est, comment dire, enthousiaste à cette idée, c'est que peut-être elle n'est pas bonne, quoi. Bah, de toute façon, moi, je pars du principe que normalement, c'est lorsque tu as une idée à la con, comment dire, c'est le. Comment dire, comme disent les Anglais, ça vient de la pain, de la douleur. Bon. No pain, no gain. Voilà. Comme on dit. T'es pas le seul. On va dire, c'était pas le seul à avoir ce besoin sur Terre. Donc on est 7 milliards, si tu as 0,01% de la population mondiale qui rencontre le même besoin que toi, il y a un marché. Après, tu as ceux qui vont te dire, ouais, bah, en fait, c'est une idée, mais l'idée, elle est tellement bonne, elle est tellement ceci. Et c'est le réflexe que j'ai eu là-dessus par rapport à l'idée dont je parlais avec Steph, où en me disant, en fait, le truc va être trusté par un mastodonte du marché. Ils font pas, et puis après, t'as l'autre école, les gens qui te disent, alors j'ai une idée, mais par contre, je vais bien la mûrir, et ça va durer 6 mois, 1 an, Ouais, ça c'est le problème. 2 ans, 3 ans. Et en fait, là, moi, ma politique là-dessus, elle est, quand les gens viennent me voir là, pour l'accompagnement à la création de société, je leur dis, c'est très simple. Si ton idée, elle a 5 ans, prendre l'exemple, c'est ton idée a eu 5 ans, Elle est trop vieille. elle est trop vieille. Soit t'étais précurseur, et les gens n'étaient pas prêts. Donc regarde ce qui est encore possible de faire. Mais à un moment donné, tu peux pas cogiter une idée pendant 5 piges. Parce que quel est ton défaut lorsque tu fais ça? C'est qu'en fait, c'est que tu as la tête dans le guidon. Tu vois pas les concurrents naître, tu vois pas le marché évoluer,
tu te renfermes sur toi aussi, parce que je veux pas que ça se sache, mais du coup, Mais c'est tu complètement. cloisonnes avec la réalité du Oui, mais terrain. tu cloisonnes au début l'idée si tu as des brevets, si tu as quelque chose, mais après, cite-moi un business où tu qu'un leader. À une époque, on nous a vendu les compagnies aériennes, les machins. Ouais, bah, écoute, maintenant, tu veux aller n'importe où à peu près sur le globe, bah t'hésites. Entre la compagnie étatique, la compagnie machin, comment dire, le groupe Star Alliance, les Ryanair, les EasyJet, machin compagnie, c'est que t'as plus de secteur où t'as qu'un seul Là, c'est acteur dessus. saturé, même le low cost, il est saturé. Voilà. La SNCF en France, maintenant, t'as les trains. Comment dire, bah, il y avait toujours la Deutsche Bahn qui faisait Paris, Paris vers l'Allemagne ou autre, mais maintenant, t'as les Italiens qui ont Mm. débarqué. Le marché de la ligne TER Marseille-Nice, qui est un enfer sur Terre. Ah non, mais ça accumule le 8e, le 9e, le 10e jusqu'au 100e cercle de l'enfer. À Ah, Ramon... moi, dis-toi, moi, pour la Nice, je partais de Perpignan, ouais. même de plus bas, donc imagine. Le pire que j'ai fait, je pense que c'est Toulouse-Cannes. Non, je crois plus jamais. Ouais, Bordeaux-Verny, ça, il faudrait plus d'un jour pour faire ça, il y a toujours des problèmes. Voilà, plus jamais. Là, Tu mais pars à 7h, t'arrives à 11h du soir, c'est c'est très pas la con, mais peine. quand j'ai vu le marché, comment dire, l'appel d'offres et que le marché était ouvert pour Nice, Marseille en TER, mais j'étais le mec le plus heureux sur Terre. Tu m'étonnes. Tu peux pas mettre 2h20 pour faire Nice-Marseille en train. Et c'est là où tu te poses la question, c'est est-ce que je prends le train, je trouve un blablacar, ou je prends ma caisse 2h20. Non mais 2h20, c'est pas possible, c'est inhumain quoi. Donc non, il n'y a plus de marché. Donc après, moi je parle d'idée, ouais, faut se lancer. Tu te lances. Plus tôt tu te lances, plus tôt tu te casses la gueule, plus tôt t'y terres. Ouais, ça me rappelle l'idée qu'avait eu un ami début, milieu des années 2010, qui était en quelque sorte de faire un comparateur d'établissements, euh, style restauration, club, pour après faire de l'affiliation avec eux. Et donc mettre en place voilà, un moteur de recherche assez simple sur 4-5 points clés. Euh, et bon, déjà, bon, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises. Moi, j'étais un peu dessus aussi. Je lui ai filé la main sur quelques tâches. Et le truc, c'est que déjà, tu n'es pas sûr que le marché réponde. On te dit oui, oui, ça nous intéressera, mais tu n'as pas la confirmation en l'état avec des vrais partenariats que ça va marcher. Tu te perds à être trop pointilleux et à vouloir quelque chose de trop bien. Et en fait, le temps que tu te réveilles, Google est déjà en train de faire ça parce que ça correspond plus ou moins aux années où vraiment tu pouvais à peu près tout faire, avoir des boutons call to action sur la réponse de ta recherche Google et ça devenait obsolète du coup comme idée. Ouais. Donc ouais, vaut mieux être réactif et pas attendre de voir ce qui se passe à côté quoi. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit tu démarres et tu mets des années à être. Tu peux mettre des années à être le leader de ton marché. Soit oui, soit à un moment donné, ouais, tu vas être confronté à un Google qui va venir, qui va t'écraser. À aucun moment, n'importe quelle société n'a la force de frappe de Google. Et puis après, tu as les gens tu sais, qui vont venir s'arracher les cheveux sans connaître le secteur, ils vont venir s'arracher les cheveux, à savoir. Ça marche pas. C'est ça. Non, mais ça, à savoir du coup, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, pourquoi un tel ne le fait pas, pourquoi machin, pourquoi ceci. Et tu t'embourbes. Après, des fois, c'est. Et puis après, tu sais, les gens. Là, il y a une histoire que j'aime bien rappeler. Ces derniers temps, je sais pas, tu sais, ça a popé dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, en fait, ouais, l'idée, c'est ça. C'est Mythique. Le site Mythique. Quel est leur business Ouais. model? Tous les sites comme ça, faire payer les hommes pour qu'ils rencontrent des femmes. Ouais. Le côté payant, Ouais, c'est les hommes. ouais, mais on t'offre quoi? On t'offre quoi? De trouver l'amour. Oui. Une fois que tu le trouves, tu te casses. Mhm. Donc, quand même, le modèle économique de Mythique, c'est de te faire payer pour venir avec l'idée que tu te casses le plus vite possible. Amuse-toi à expliquer ça aux gens. Tu vas voir, il va y avoir un moment de bug. Mhm. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a tellement d'idées, mais de business model, de machin, et compagnie. Je sais pas, moi, je pars du principe, si j'ai une idée, j'en parle, et s'il faut faire une landing page pour la présenter, je le fais, et puis bah, si ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. De toute façon, c'est comme tout, il faut faire du A/B testing et puis voir
voir ce qui marche, même à l'échelle de projet, quoi. Et bien sûr, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, moi, Cordia, c'est une grosse partie de mon activité. C'est voir les projets qui marchent, qui fonctionnent, qui marchent pas, et puis après, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Revenons à toi, parce que du coup, t'as détourné le podcast. T'as détourné le podcast. Comment dire, tu parlais de toxicité, c'était c'était principalement pendant la période du Covid, qu'il y a eu une toxicité dans le boulot, comment dire, ou une toxicité ambiante dans l'air, ou c'est un truc que tu as identifié plutôt dans certains secteurs dans certains secteurs pro. Ça a été donc pendant le Covid, bon, bien sûr il y a une grosse charge de travail. C'est une période où j'étais sur des journées doubles quasiment. Euh, mais non, au final la toxicité c'est plus manifesté sur des attitudes en fait sur le lieu de travail, et c'était des genres de choses qui avaient un impact en fait sur le travail de tout le monde. Euh, En fait, si tu veux, quand je suis parti de mon dernier travail, j'ai pris le temps de comprendre, donc c'est-à-dire de bien observer, analyser les dynamiques et les psychologies de tout un chacun. Et si tu veux, je suis parti sur un constat qui avait une certaine peur des compétences qui étaient au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que au niveau de la direction, c'était pas souhaité qu'il y ait beaucoup de remontées. Il y avait un type de management avec philosophie de je dispose et le sous-directeur impose. Et petit à petit, on est arrivé à une communication horizontale qui se faisait le moins possible, parce que vu qu'on voulait pas qu'il y ait un consensus naturel qui émerge de réunions, on s'est retrouvé dans une situation où je crois en un an, on a dû faire 3 meetings opérationnels, pas beaucoup plus. Ça a été une première chose. Comme la nature a horreur du vide, et que je pense que le management souhaitait quand même s'appuyer sur des avis extérieurs, on s'est retrouvé sur une situation où il y avait un genre de hiérarchie qui s'est mise en place en parallèle sur des temps un peu plus informels, ce qui donnait l'occasion en fait de se faire un peu confirmer son avis, de se faire confronter ses idées pour le directeur. Mais selon moi, il s'est retrouvé entouré de personnes moins intéressantes du point de vue de la stratégie de l'entreprise, mais en revanche beaucoup plus intéressées. Et ça a posé 2 problèmes. Le premier problème, c'est que même en admettant qu'on pouvait avoir le moyen de faire valoir son point de vue, on n'était pas vraiment sûr qu'au final, c'était lui qui prenait les décisions. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu voir confirmé au niveau du recrutement, par exemple. Et le deuxième point noir que ça a occasionné, c'est que quand tu as des personnes qui commencent à monter ou se sentent légitimes à représenter l'autorité de façon officieuse, alors qu'il y a des managers, tu te retrouves avec des personnes qui peuvent avoir tendance à suraffirmer leur présence, s'imposer via un volume sonore assez élevé, une attitude un peu sans gêne, des réponses au manager, se montrer indisponible avec le service client et ne pas forcément assumer ses tâches, voire les choisir. Et on arrive forcément à un moment donné où il y a confrontation en fait. Quand on est sur un open space où tu vois que des gens dont ce n'est pas le rôle viennent faire un petit peu les inspecteurs des travaux finis sur le chemin de leur pause, à commenter, à aller voir ce que fait tout le monde pendant 5-10 minutes. Des jalousies aussi, c'était vraiment le terrain d'expression de certaines frustrations. On avait un collègue qui était plutôt beau gosse, quoi, le prototype du joueur de rugby. Et c'était de plus en plus insistant et appuyant vers lui les petites remarques. Et en fait, tu te rends compte que tu es
plus ou moins dans un vestiaire de foot. Un petit climat pré-insurrectionnel comme ça. Et voilà, comme un peu l'équipe de France en 2010 qui avait des problèmes avec Gourcuff. Alors que bon, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'était le meilleur joueur à ce moment-là, à l'époque. Tu Ouais, t'as, ouais, comment dire, toi, par exemple, vas-y, je comment t'écoute. dire, ouais, t'as un peu le roi et les vassaux du roi, quoi. Ah, mais on était, oui, clairement sur un système de courtisans, quoi. On aurait pu avoir des managers qui connaissaient très bien leur secteur, chacun 5 ans d'expérience, qui auraient été des lieutenants fidèles et éclairés. Mais vu qu'il y avait un besoin de se faire un peu conforter dans une position, peut-être une peur de se sentir illégitime, mais ça a donné en fait une dynamique et une tournure assez malsaine aux événements. Des gens qui se permettent de brandir un téléphone comme si c'était un totem d'immunité après avoir traîné pendant 15 jours à faire une tâche, des agressions verbales. Et alors, je voulais te demander, ouais, d'abord, toi, tu as bossé comme RH, non, si je me trompe pas, ou tu as fait des formations RH Au à un moment Maroc, donné. au Maroc, c'est que je me suis Ouais, retrouvé notamment ouais, bah, au cabinet Excellent Job qui est devenu Good Talents. ok. Toi, tu es dans une situation comme ça, c'est quoi ton levier? Tu fais quoi? Dans la situation de. Ben, une situation qui est comme ça, que tu vois qui impacte tout le monde, que des gens n'osent pas solliciter certaines personnes parce qu'elles paraissent toujours agacées, claquent des portes, font un tas de leur agacement d'avoir des tâches qui leur incombent. Euh, Après, En gros, la il y a une fiche de priorité, poste. C'est horrible à oui, dire. bien sûr. C'est autant je suis à certains moments pour une certaine horizontalité dans au niveau comment dire, au niveau du poste ou des fonctions. Après, il y a une fiche de poste. C'est je te Mhm. recrute pour des tâches. Si ça t'agace, tu me le dis dès le départ. Parce que la fiche de poste pour laquelle je t'ai recruté, ton job, quand tu seras au sein de la boîte, ouais, c'est de réaliser les tâches qui sont écrites sur ta fiche de poste. Après, la porte est grande ouverte. Ah, moi, ah non, écoute, comment dire, c'est j'ouvrais même la porte quand j'enseignais, quoi. Si j'ai laissé la porte ouverte. Et je te dérange, ça te dérange, la porte est là. Ah non, non, mais là-dessus, oui. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas laisser le comportement, l'attitude de quelqu'un impacter, déjà, ne serait-ce qu'un collègue, l'intégralité de ses collègues, parce qu'automatiquement, ça va impacter la boîte, ça va impacter. C'est un espèce d'effet domino. J'ai bossé, comment dire, j'ai bossé pour pour une grande boîte. À un moment donné, c'était pas mon rôle, hein. J'ai donné le nom de 6 personnes à virer. Parce que vu de l'extérieur, comment dire, je faisais un passage dans cette boîte, hein. Mais vu de l'extérieur, en fait, c'est identifie 6 bombes à retardement. Et le jour où ça va Mhm. péter, ça va te foutre un bip, mais phénoménal. Et je quitte cette boîte à la fin de la mission. Je pars même plus tôt. Et je reçois un texto avec 4 noms. Et pour moi, en fait, ça m'était sorti Mhm. de la tête. Je reçois un texto avec Ouais. 4 noms. J'ai dit, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ah, mais même de se faire virer. Et t'attends quelques semaines plus tard, le 5e se fait virer. Et le 6e ne finit pas l'année. Mais entre le moment où je le dis, je pars, et les licenciements arrivent, comment t'expliquer? Derrière, ouais, bah, ça a été. C'est une guerre de tranchées, quoi. Ah ouais. Voilà, c'est tu découvres. Je confirme, ouais, guerre de tranchées, je pense que c'est le mot, ouais. C'est tu Ah découvres, bah, c'est tu vas creuser, tu découvres des cadavres, des vieux cadavres, plus ou moins vieux, plus ou moins bien conservés, plus ou moins bien planqués. Et vraiment, c'est génial. J'avais été voir le directeur du site en lui disant, vous savez pas ce qui se passe dans votre boîte. Et on parle d'une ouais. multinationale. Je dis, vous savez pas ce qui se passe dans votre boîte. Donc lui, il était peut-être numéro 2 ou numéro 3 du country manager. Mais vous savez pas ce qui se passe dans votre boîte. Ah, mais vous savez, machin, on va prendre, tu sais, tu prends des petites pincettes et compagnie. Ouais, je vois les petites pincettes, ouais, faire des pirouettes pour pas que des égos volent un éclat. C'est ça. Et à un moment donné, il fait, mais du coup, on fait quoi? Il me dit, on fait quoi? Je fais, ouais, c'est pas mon job. Chez moi, je vous explique ce qui va arriver. Moi, Mhm. j'étais au service com.
Je suis pas RH. Par contre, je t'explique qu'à un moment donné, ça va péter. Ça a mis des semaines. Mais ça a mis des Ah ouais, semaines. pareil, Pour la hein. petite idée, le 5e a été viré, tu sais, à l'américaine, hein. C'est-à-dire que le mec, Ah, il avait son carton prêt les mecs et de il est la parti. Sécu débarquent, lui demandent de vider son bureau, de sortir, de laisser son badge, et on verra plus tard les conditions de licenciement. Ah ouais. Tandis que si tu faisais le taf de 3 mois avant, tu le virais discrètement, tu sais, tu lui passes un coup de fil, il vient demain au bureau à 8h, tu sais, histoire de discuter. Mhm. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que les gens laissent Laisse pourrir le verre, Mhm. quoi. Tu sais, le verre est dans le foyer, il le laisse, ça, en espérant peut-être qu'un jour, il va trouver la sortie tout seul. Et il va te flinguer le fruit avant. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un turnover dans cette boîte, mais Mhm. incompréhensible. C'est qu'à un moment donné, si tu dis en tant que les RH, tu dis, c'est quand t'es RH, tu fais des fiches Mhm. de paye, tu fais des trucs. Tu te rends compte qu'il y a des noms qui disparaissent tous les mois et qu'il y a trop de nouveaux noms qui arrivent. Ah, mais moi, je suis pas RH non plus, mais ouais, j'ai vu le truc arriver, en fait, parce que ça grossissait, ça grossissait. Tu sentais qu'il y avait des mecs qui avaient leur ego gonflé à l'hélium par derrière avec la direction, tu vois, qui les a cités. Et en fait, t'attends que ça pète, tu sais que ça va péter, mais tu sais que c'est toi qui va te. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à la fin de. Quand tu exposes des problèmes, c'est toi qui deviens le problème. Parce qu'il y a vraiment une stratégie des trois petits singes. Hein. On n'a rien entendu, on veut rien voir et on se tait tous, tu vois. Et au moment où ça a pété, il y a eu deux départs quoi, dans la société. Mais c'est des départs qui n'ont pas voulu être vus. Euh, Après, il y a eu un autre cas où il y a eu un départ de quelqu'un qui avait juste une meilleure offre ailleurs. Et là, ça a été panique à bord. Comment il y a autant de turnover, tu vois. Mais si, si les choses ne veulent pas être vues, elles ne peuvent pas être réglées. Et une fois que tu t'arranges pour qu'elles soient vues, toi tu parlais d'une discussion que tu avais eue avec le numéro 2 de la boîte, moi aussi j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion quand ça a pété, parce que le problème des personnes qui se croient tout permis, c'est que dès qu'elles font face à un peu d'opposition, c'est-à-dire une bonne répartie, elles se liquéfient. Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui partait au milieu de l'après-midi, abandon de poste, parce que bah, tu le mets face à ses responsabilités. C'est je vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est Eric Cartman. Quoi. C'est l'âge mental ou l'âge de l'ego n'allait pas plus haut que 8 ans. Quoi. Et en fait, tu te retrouves dans une situation où ouais, tu as une boîte qui est phagocytée par quelques éléments, où en fait, l'objectif premier de la part de certains n'est plus le travail et la rentabilité de la société, et où en fait, tu es dans une situation où tu dois manœuvrer pour arriver à peu près à faire les choses de façon décente. Et c'était, ouais, vraiment, moi j'ai eu ce sentiment d'impunité qui en plus affectait tout le monde. Ça m'embêtait autant pour des collègues managers à qui on manquait de respect. Et, euh, et oui, il y avait, enfin, moi, une des choses qui m'a le plus usé, ça a été le deux poids, deux mesures. En fait, il y a toujours un moment. Au début, tu peux dire, OK, il y a des éléments problématiques. Une fois que tu les as repérés et que tu sais qu'ils ont carte blanche, tu es obligé un petit peu de changer de stratégie, quoi. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation à un moment donné où j'étais isolé donc, par le départ de certaines personnes. Et alors que tu peux dire, quand on est en sous-effectif et qu'il manque un sous-directeur, bon, on va faire l'union nationale, entre guillemets, et essayer de se mettre autour d'une table et tous avancer de concert. Et ah non, ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. C'est surtout, on te maintient la tête sous l'eau et on veut pas que tu sois dans une situation où tu pourrais donner l'air d'être en position de force. Moi, pour te dire à quel point le travail et la rentabilité n'étaient pas la priorité, j'ai annoncé que j'allais faire une semaine dans une salle pour faire du deep work. Et au bout de 3 jours, un sous-directeur par intérim me dit oui, écoute, j'ai l'impression que tu t'installes là-haut, tu n'es pas à ta place est aux côtés de tes équipes. Bah, mes équipes, il y avait une personne qui était avec moi depuis 2 mois, qui était une machine de guerre, un métronome, elle venait toutes les 3 heures me faire des points.
Et du coup, j'étais pas embêté par l'open space, le CS, j'avais éteint Slack. Mais il y avait une personne, elle toquait en tremblotant, elle regardait ses chaussures, elle bégayait pour me parler. Je sentais que Ismaël, dans un bureau, symbole de pouvoir, c'était ingérable. C'était humainement, émotionnellement, je supportais pas ça, quoi. Et cette, cette dissonance, en fait, où on arrive toujours à te faire croire que c'est de ta faute quand tu cherches juste à faire ton travail et que euh, certains comportements n'ont jamais à subir des conséquences, même quand ils sont inappropriés, bah, tu te retrouves au final dans un découragement progressif parce que bah, travailler devient compliqué, quoi. Et là où je pense que ça va te faire rire, Aline, c'est que tu es dans une lutte permanente contre des gens qui font tout pour te mettre des bâtons dans les roues, alors que je suis quand même au marketing, meilleur t'es, plus il ramassait dessous. Et je pense qu'il y a eu un truc, je sais pas, un peu comme ouais, le vestiaire du PSG en mode il y a que 11 places de titulaires, quoi. Fallait vraiment Mais c'est quoi? se tirer dans les pattes, quoi. C'était une volonté comment dire, comment dire, pas de maintenir les gens, comme tu dis, la tête sous l'eau, mais d'avoir cette espèce de confusion permanente dans la société. Ouais, je pense. Je pense que ça, c'était quelque chose qui était recherché. Ouais. Mais bah, si tu veux, j'ai un exemple qui résume un petit peu tous les soucis qu'il y avait. C'est-à-dire que un jour, quelqu'un vient me voir pour me dire oui, le service client, ça va être compliqué, il y a un départ, tu sais qui c'est, tu sais pas qui c'est. Bon, je finis par apprendre que quelqu'un, pour du marketing à Barcelone, a une offre à 2500 €. Bon, déjà, je sais que c'est de la science-fiction. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que cette personne qui échangeait contre de l'influence, toutes les infos qu'elle pouvait avoir sur les gens dans la société, qui t'a espionné des réseaux sociaux, euh, fait mouche parce que le boss qui ne m'invite plus à aucune décision stratégique depuis au moins 1 an et demi m'invite à un café pour me parler de cette situation. L'après-midi même, la personne qui part et la personne qui a fait circuler le mot n'assume rien, me font des grands yeux de morue en mode ah non, de quoi tu parles, tu confonds. Et quand je demande ça donc l'oracle qui annonce l'avenir des employés, il me dit ah non, mais écoute, je sais pas trop, après c'est ses affaires. Et là je me dis mais ça pue, tu vois, il va se passer un truc. Et ça n'a pas loupé. 2 jours après, un manager qui sort du bureau du boss et on entend gueuler oui, toi et machin, vous me cassez les couilles. Et là, mon pote, le manager, qui jamais en 5 ans je l'ai entendu parler à plus de 80 décibels, qui réagit complètement choqué. Mais je sais rien en fait, moi j'ai plus rien à faire là. Tu veux que je m'en aille, c'est ça, il faut que je parte. Donc bon, j'y vais, je le mets à part, je le calme, je lui dis écoute, bon, déjà, rien de nouveau sous le soleil. On sait qu'on a affaire à des cow-boys. Moi, j'avais eu affaire qu'au porte-flingue, toi, t'as affaire au shérif directement. Donc, on va voir comment ça se passe. Il y a un moyen que tu dois serrer les fesses un petit peu. Et donc, du coup, lundi, on refait le match, recafé avec le boss. Tu sais, t'as pas du boulot à faire à côté, mais c'est pas grave. Et je lui dis, bon, bien sûr, il me parle de la situation, il me demande de mes nouvelles, il sait que j'ai aidé à déménager la personne. Il me dit, ah, ben, j'espère qu'il est parti vers un truc moins cher parce qu'il va avoir substantiellement ses revenus diminués. Première fois que j'entends dire un mot de 5 syllabes, c'est pour humilier, quoi. Et en fait, je sais pas si tu as vu le film L'Aventure, c'est l'aventure. C'est un film qui a début des années 70 de Lelouch. Là où Tadino Ventura. Le titre me dit quelque chose. Ouais, tu as une phrase, elle est géniale, qui est quasi verbatim, qui dit en fait aujourd'hui le gagnant c'est pas l'homme fort, intelligent, c'est futé, brillant, mais le petit combinard, celui qui manie le chantage comme une Winchester, fait la confusion dans la clarté. Ah non, mais c'est ça. Hein. Mais en fait, au niveau de l'impact que tu as sur la personne, c'est tu parlais de confusion, c'est cette confusion psychologique de passer 3-4 jours à lui dire tu as annoncé ton départ, j'attends ta démission, tu n'es plus légitime, il va falloir que tu assumes tes propos, tout le monde t'a entendu, cette réaction était intolérable. Et en fait, même dans l'oppression,
il y a une espèce de je te souffle le chaud et le froid et débrouille-toi pour savoir à quoi t'en tenir. Donc la personne que n'a dû sa place sauvée qu'au fait que la RH était en vacances à ce moment-là. C'est à dire à quel point on était bien géré. Et, et la morale de cette histoire, parce que dans toutes les histoires dignes de South Park, il y a une petite morale, c'est que la personne donc qui devait partir a été mise en haut du sommet de la hiérarchie du service client. Euh, le manager service client avait donné sa version de dire il y a déjà des personnes en place, on va y aller progressivement, on peut l'intégrer petit à petit, mais là on va pas la faire passer devant tout le monde d'un coup. On lui avait dit ok, il s'était rendu compte 5 minutes après que ça n'avait pas été suivi, parce que le boss en avait quand même fait à sa tête. D'où le fait d'aller le voir pour lui dire mais en fait juste dis-le moi, et l'insulte qui s'en était suivie. Et en fait, la fille est quand même partie, bah forcément, entre bosser les week-ends jusqu'à 22h et faire du 9h-7h, mieux payé, un truc qui correspond à ton CV, tu choisis vite. Elle était allée voir le boss. Oui, moi je me donne à fond, c'est scandaleux. Comment ça se fait que j'ai pas été augmenté? En fait, la meuf partait. Du coup, elle se permet d'aller voir le boss pour, voilà, c'est une N-3, elle va direct dans le bureau du boss. Et bon, donc en fait, c'est ça, quand à un moment donné, moi je me rends compte que on peut les appeler courtisans, mais tu es devenu la propre marionnette de tes pantins, la légitimité n'est plus là. Et tu peux plus construire en fait ton rôle en tant que manager quand tu sais plus vraiment de qui tu réponds. Ouais, la confusion, quoi. En fait, c'est comment dire, c'est avoir le maximum de confusion pour même le jour où ça pète, tu sais pas d'où ça pète, pourquoi, comment et qui en est responsable. Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Moi, à un moment donné, alors, on va dire que j'étais une cible privilégiée d'attaque, peut-être parce que j'avais sorti ma tête du trou à un moment donné où il ne s'y attendait pas. Mais on peut dire que c'est un peu devenu personnel du moment où le week-end du 1er mai, je reçois un coup de fil de ma copine qui était dans la boîte, parce qu'une collègue l'a appelé, parce qu'on l'a appelé pour lui dire que le boss était à Barcelone et qu'il devait me parler de mes problèmes que j'avais avec quelqu'un. Quelqu'un qui était un véritable cheval de Troie dans mon service et qui choisissait ses tâches un peu à la carte. Mais passons. Et en fait, tu te dis, ok, on est dans les Sopranos, quoi. Ma tête est mise à prix. Bon, ben, je vais attendre que les tueurs à gages arrivent et puis on va voir ce qui se passe, tu vois. Bon, en fait, le souci, c'est que quand tu es plus tourné vers ce genre de choses que vers ton travail, tu connais pas forcément très bien tes outils. Moi, bah, j'avais pas l'ordi sous la main, donc j'ai dû attendre lundi. Je me suis fait un petit maté, je me suis frisé les moustaches, j'ai allumé Slack, et je vois, ben, votre boss, chez lui, il est 2h du matin, voulez-vous quand même lui écrire? Ben non, je veux pas lui écrire en fait, et désolé les copains, il y aura pas de spin-off des Sopranos, grève des scénaristes, mais on range pas vraiment l'affaire en fait, parce que derrière, t'attends de voir le patron, mais ça prend des semaines avant qu'il soit là. Et c'est des choses en fait que tu travailles. On s'en prend vraiment à ton, à ta psychologie en fait, et tu te retrouves parasité dans ton boulot. Et comme je te disais, oui, quand je t'ai dit j'ai fait que de la politique sur la dernière année, c'est que ta priorité n'est plus le travail. C'est-à-dire c'est le travail au milieu de ce climat-là. Ouais, ça devient pas sans le travail, quoi. Comment dire, presque le fait de faire tes tâches, ouais, ça te permet de te changer les idées par rapport à la boîte. Bah, c'est ça, ouais, en fait, t'es un peu. Alors, il y avait des moments où j'arrivais pas forcément à vraiment être focus sur du deep work pour le coup. Mais oui, j'étais limite à faire des tâches simples, parce que ça me demandait pas trop de concentration, parce qu'à côté de ça, j'étais sur un truc où, bah, je vais pas dire une machination, mais t'es au milieu d'un machin qui te dépasse. Et puis après, tu comprends que c'est une confusion qui est entretenue depuis les sommets pour garder un certain contrôle sur toi, quoi. Donc, et quand tu dis passer le temps, je suis pas du genre à être un planqué, mais quand à terme
parce que tu dis certaines vérités, le chef lui-même t'accuse de monter des clans, à en devenir parano parce que on te bloque les accès de l'outil CRM, donc l'outil de gestion des clients et pour envoyer tout ce qui est email, SMS. D'accord. Alors que tu es CRM manager, bah, c'est plus ou moins une mise au placard. Il ressemble, La personne il qui te ressemble dit qu'elle n'a vachement, jamais ouais. le temps pour prendre contrôle sur un outil stratégique et gagner en pouvoir, alors là, elle a le temps, parce qu'il faut la solliciter pour lui demander des trucs. Et bah, en fait, tu te dis, mais tant pis, hein, ils veulent que j'ai un taf alimentaire à 3500 balles, j'aurai un taf alimentaire. Je me suis vraiment pris donc sur les derniers mois où je préparais mon départ, le travail à la cool, quoi. Parce qu'au final, si je dois avoir plus de mal à travailler, je vais pas me battre pour que bah, les personnes qui veulent que je travaille moins bien aient de meilleures commissions, quoi. Et pour te dire à quel point j'étais bloqué en fait, et c'est là où j'ai eu ma réponse finale que j'aurais pu passer des années sans faire grand chose de plus intéressant, c'est que la personne qui a été prise officiellement pour me chapeauter, donc des choses sur lesquelles je mettais l'accent comme la rentabilité, la rétention, qui n'intéressait jusque-là pas grand monde, avait été la justification donc du recrutement d'une personne pour me chapeauter. Une personne qui est choisie par quelqu'un qui fait une heure par semaine dans mon service. Donc déjà là, il y avait un truc qui collait pas. Et au moment où on fait la dernière réunion, moi j'ai démissionné depuis 2-3 semaines, et je dis bon, alors je fais les faux naïfs, je suis assez surpris que je n'ai pas encore été remplacé numériquement et qu'on n'ait pas annoncé une ouverture de poste, sachant que ben, même si la personne qui me remplace est compétente, avec un seul agent marketing à plein temps, elle ne fera pas de miracle. Et avant de recruter une 5e personne à plein temps dans un autre service, il me semble pas forcément idiot de faire avancer donc toute la boîte de façon homogène. Et donc de faire venir quelqu'un de plus dans le marketing. Et je sais très bien à qui je m'adresse quand je dis ça. Je dis, et là, il n'y a plus rien de personnel. C'est plus question de moi ou pas moi, c'est juste une question que si vous voulez augmenter les chiffres, il va falloir plus de moyens. Donc si quelqu'un a l'oreille du patron tout en haut, pensez un petit peu à vos commissions et je pense que c'est nécessaire. 2 jours après, il y avait quelqu'un de plus au marketing. En fait, c'est les égos aigris qui avaient une main de fer sur le décisionnel et il n'y avait pas d'intérêt à ce que tu fasses ton travail. J'avais présenté un programme ou un projet pour améliorer la rentabilité. Alors déjà, le patron ne se donne pas la peine, il t'envoie quelqu'un en paravent pour pas être mis en minorité en fait. Le temps de savoir qu'est-ce qu'il doit penser de la chose. Et puis après, on te balaye ça d'un revers de main. Oui, mais non, mais ça ne nous arrivera pas. Tu es catastrophiste. 6 mois après, il y avait des rétentions dans les budgets clients. Oh non, t'es pas catastrophiste, t'es visionnaire. Voilà, donc bon, à un moment donné, tu comprends la logique de certains qui est peut-être d'avoir l'impression d'être sur de l'argent facile et d'être sur une mine d'or et donc de vouloir écarter tous les autres autour. Et cette vision-là s'est opposée à ceux qui savaient, de par leur expérience, qu'il y avait beaucoup mieux à faire, comment le faire, et qu'en travaillant tous ensemble, on pouvait aller beaucoup plus loin. Mais malheureusement, c'est la logique égoïste et un peu renfermée sur ce qu'il y a déjà à l'intérieur de la boîte, plutôt que celle de faire grandir le gâteau qui l'a emporté. Et moi, je suis resté assez longtemps pour vraiment comprendre tout ce qui se passait. Aussi pour finir d'y aller en mode bon écoute, de toute façon j'ai plus rien à perdre, j'ai envie de partir, donc même s'ils me virent. Et encore, en fait, ça m'a permis de voir que c'était des menaces qui n'étaient jamais mises à exécution. En fait, on te pousse au bord de la falaise, on te laisse suspendu au bout d'un fil pour dire tu es ma chose et reconnais que tu as tort. C'était même devenu impossible d'exprimer un sentiment sur une situation sans se faire complètement écraser. Et là, il y avait vraiment une dissociation des personnes qui sont les employés avec leur personnalité. Il y avait vraiment une volonté d'avoir des
des managers Playmobil ou des intelligences artificielles. Et dans ce cas-là, ne recrute pas des gens qui ont de l'expérience, en fait. Mais là où c'était malsain, c'est qu'ils avaient quand même besoin de cette expérience. Mais ils ne voulaient pas se l'avouer. C'est vicieux, hein? Les mecs, c'est des très gros torturés, quoi. Ah, mais c'est ça, hein. C'est pour ça, quand je te dis les dynamiques et les profils psychologiques, c'est que au final, on était sur quelque chose qui relevait du psychologique, quoi. Et ils se couvraient un peu tous entre eux dans leur fragilité non assumée, et ça donnait lieu à des bombages de torse au travail, de la violence même, parce qu'ils avaient du mal à exprimer certaines choses, quoi. Mais pour moi, enfin, si je fais un parallèle, alors je sais pas si t'as pas été une victime au collège, ça va peut-être pas te parler, Aline. J'imagine que t'as toujours été un grand gaillard. Mais quand t'as deux mecs par classe qui comprennent pas les cours et qui du coup préfèrent aller un peu embêter tout le monde histoire de s'occuper, quoi. Bah c'était ça. Et une fois que ça impacte tout le service client parce qu'il y a une rétention d'infos et qu'un projet se sait du jour au lendemain, enfin, tu lances une marque. La veille au soir, tu as tous les éléments qui t'arrivent à 19h. Ah pardon, on savait pas que. Non, c'est juste que quelqu'un n'a pas envie d'être dans la communication pour des raisons X ou Y et que ça impacte tout le monde. Et des Et rétroplanning. pareil, quand tu Le fais concept tourner de des rumeurs, rétroplanning, ils connaissent pas? tu t'en demandes beaucoup. Écoute, moi quand Un j'étais arrivé diagramme de dans la Venn. boîte, non, mais quand j'étais arrivé dans la boîte, je suis arrivé, c'était une petite structure à l'époque et les communications se faisaient par WhatsApp et il y avait aussi bien des conversations individuelles que des groupes, selon vers qui s'adressait la conversation. Il y avait un drive pour tout le monde avec 20 000 mails en non lus, donc tu savais pas qui faisait quoi. Il n'y avait pas de suivi sur des Google Sheets pour savoir où on en était jour après jour. Donc en fait, cet amateurisme a toujours été là. Ouais, mais c'est dingue. Quand je suis arrivé, Comment dire, j'ai essayé de solutionner des choses. Voilà, c'est un suicide. Mais j'ai vu que 2 ans après, on en était au même point, en fait, quand je suis parti. Quand on sait toujours pas qui a les droits du drive de la boîte 2 ans après pour le déléguer au nouveau sous-directeur. Alors, suicide, non. Mais je pense que justement, le problème, c'est que les chiffres ont quand même augmenté. Ils se sont pas dit, peut-être des personnes ont raison et ça peut augmenter plus. Ils se sont dit, oh, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Tout de suite, c'était vraiment une stratégie de l'instant, la vérité de l'instant. Il fallait tout le temps faire les bourrins et présenter des chiffres, des perspectives à long terme, ça ne m'intéressait pas. Mais voilà, il y avait certaines lubies qui étaient attirer des nouveaux clients, Ouais. mais s'occuper de ceux qui étaient déjà là, c'était pas intéressant. Mais à la fin, je pense qu'il y a vraiment eu, comme tu as pu le voir, hein, dès que je pars et que je dis, bah là, si vous voulez faire des chiffres, il va falloir quelqu'un de plus, il y a quelqu'un en 2 jours. Il y a des personnes qui, quoi que je fasse, auraient eu un problème. C'est Ouais, non, comment quoi... dire, c'est du... Ouais, t'as utilisé les termes de Soprano tout à l'heure quand on discutait, tu parlais d'House of Cards. Mhm. Ouais, non, on est littéralement là-dedans, quoi. Oui, voilà, c'était du calcul, quoi. Donc au final, tu laisses quand même pas mal de force. Ça te laisse un influx incroyable. C'est toi qui parlais de guerre des tranchées. En fait, tu es face à des gens qui, au vu de leur ego, ne supportent pas s'être affichés. Et en fait, c'est des gens qui se sont affichés tout seuls parce que ils n'ont pas attendu que quelqu'un en situation qui donnait une image de faiblesse à ce point-là, comme moi à ce moment-là dans la boîte, ait pu réagir. Et au moment où ils ont été dos au mur, ils ont vrillé. Et après, ça devient une rancune personnelle. Mais c'est une rancune personnelle avec, pour terrain propice pour l'exprimer, le travail. Je ne te parle pas que du lieu de travail, c'est les relations de travail et le fait de pouvoir avancer sur des projets ensemble. Donc oui, alors si eux de leur point de vue, c'est le travail de leur vie, ils ne trouveront jamais mieux ailleurs et on est sur un petit complexe d'infériorité, tant mieux. Moi, comme tu le sais, j'ai voyagé pendant 10 ans. Alors, je vais pas reprendre Macron, je vais pas dire traverser la rue, mais si je veux trouver du boulot, j'ai qu'à traverser l'Atlantique. Je vais pas me bloquer dans un panier de crabe aussi longtemps. Et oui, l'un dans l'autre, vu que j'avais une une certaine marge de manœuvre au niveau financier, je me suis dit, ok, cette fois, je pars sur
sans filer, et je me donne le temps, et je me ressource. Mais si tu veux, j'ai fait une rencontre en fait en juillet qui a commencé à me faire voir un autre univers en fait. Euh, C'est-à-dire. Moi, donc, au boulot, c'était le rap game, on se tirait tous dessus. Et un ami m'appelle, me dit, ouais, y a un Colombien que j'ai connu en Uruguay qui arrive à Barcelone, s'il te plaît, est-ce que tu veux pas lui filer 100 balles? Ça commence vraiment n'importe comment. Mais oui, oui. Et donc, le mec, je le fais monter, j'ai fait deux, trois trucs à bouffer. Bon, il s'avère qu'il n'avait pas mangé depuis la veille. Il avait atterri à Madrid, bus de nuit, Barcelone, et il lui restait plus rien. Et le mec est dans une démarche où, en fait, tu vois, les gens solaires qui ont le smile jusqu'aux oreilles, et lui, sa démarche, c'est bah, tu souris et tu rencontres des gens, tu vis des trucs et Dieu te le rendra, quoi. En mode être ouvert. Voilà, moi, à ce moment-là, c'est un petit cap de laisser un inconnu chez moi. Se... et en fait, t'es là, tu te dis, bah, en fait, le mec, il est pas dans l'avidité, il est pas dans l'envie, Ouais. il y a de la gratitude. Et pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment une claque, en fait. Parce que je suis plus habitué à ça. Tu vois, avec le Covid, on était un peu resté dans notre bulle socio-professionnelle du travail, avec les résultats que ça a Complètement. donné. Et, euh, et en fait, je vois un premier miracle. C'est une amie qui vient en vacances, qui est elle aussi dans une impasse totale professionnellement. Elle est en train de faire une alternance en compta qu'elle fait à distance. Ouais. Au niveau des cours, c'est à distance. Et elle se dit, bah, elle me le dit aussi, bah, elle se dit, ah, l'an prochain, je vais faire le même truc, mais avec une alternance avec des cours en présentiel, ça va aller mieux. Bon, ben, voilà, tu te dis, ça va pas marcher ton truc et c'est beaucoup trop lent. Et en fait, au contact de Willy, donc le Colombien, Ouais. tu vois vraiment un autre panorama et tu te dis, mais attends, le mec, il est fils d'épicier en Colombie, il vient sans le sou, il croit en sa chance, il venait donc pour faire du bénévolat. Sur Barcelone, il faut le NIE, donc c'est-à-dire une carte de séjour espagnole, même en tant que Français, tu as besoin de ça pour Mhm. travailler. Et bon, il a un peu galéré, mais il a fini par trouver. En 3 mois, il est parti dans la montagne, dans les Pyrénées, en Cerdagne. Après, il est parti en Italie en disant oui, oui, je parle un petit peu. Il parlait que dalle. Il a appris sur le tas, donc il est allé dans les Pouilles vers le sud-est. C'est pas vrai. Et à mon avis, il a servi des mecs de la Camorra ou je ne sais quel. Il s'est entendu trop bien là-bas avec tout le monde. Et il a eu le temps de se faire Rome-Berlin avant de repartir et enfin, ça, Voilà. ça t'ouvre un horizon. Moi, à ce moment-là, je me dis, je vais peut-être aller en Italie, tu vois, me prendre une maison en bord de mer, en Sardaigne, ou je ne sais trop quoi, me faire 6 mois à la cool. Et, c'est à ce moment-là, en fait, que je vois ça et je me dis, mais oui, enfin, ça sert à rien d'avoir peur, tu vois. Il faut y aller. Peu importe ton salaire, faut y aller, ouais. C'est comment dire, c'est Ouais. t'arrives, tu verras au pire, comment dire, c'est tu vas pas ils vont pas te kidnapper, donc bah si. Mhm. Non mais tu fais demi-tour, non mais c'est ça, non, non, mais attends, il y a une réelle panique, c'est que t'as des gens qui sont intelligents, brillants, tout ce que tu veux, tu leur demandes de sortir de leur quartier, c'est un enfer quoi. Mhm. Tu sais, c'est le bas de leur immeuble, c'est l'enfer, donc tu sais, ils n'y vont pas. Mhm. Donc non mais Oui, ça vient. c'est la peur, à force de se couper de choses différentes, de ne plus voir autre chose, s'accroche de plus en plus à ce qu'on a, et puis ça devient petit à petit notre seul horizon, et puis ça peut vite amener à un certain enfermement, quoi. Et puis l'enfermement, bah, ça rend fou, on l'a tous vu ces dernières années. Ah, trois fois rien. Mais si, Ouais, mais non, je pense que j'ai quand même eu la chance d'avoir le temps de, de me reconstruire un petit peu et d'affronter certaines choses tout en restant au même endroit et tout en restant à l'intérieur du tas. Ça n'a pas été une fuite, tu vois. d'accord. Et parce que j'aurais très bien pu partir sur un coup de tête après certaines choses qui se sont passées. Bon, déjà, ça aurait permis peut-être à des vautours à mettre la main sur mon service. Et c'était pas quelque chose que je souhaitais, ne serait-ce que parce que je laissais des amis dans la boîte. Mais c'est surtout l'occasion de sortir par le haut, tu vois. Pas être à laisser des projets
comme ça en plan. J'avais demandé une personne dans mon équipe pendant 1 an, je l'ai enfin, et ça me fait chier de la lâcher en phase campagne parce qu'on est entouré de personnes agissant d'une certaine façon. Et ouais, en fait, j'ai toute la deuxième moitié de 2021, en fait, c'est un peu la descente, quoi. Je suis en pente. Il peut plus rien se passer de pire que tout ce qui s'est passé sur la première moitié de l'année. Et il m'arrive autre chose aussi quand je quand je reviens de vacances au Mexique, où donc j'y vais en super mood parce que j'ai eu le petit Willy à la maison. Euh, je reprends donc une grosse dose de reproches un peu de partout tous les après, mais je me dis oula, compliqué, j'étais pas prêt, je reviens du paradis. Et j'appelle Willy, je dis vas-y, je peux monter à la montagne ce week-end. Il me fait ouais, ouais, tout, pas de souci. Et il était chez un couple, donc en train de faire du bénévolat et gérer un gîte, un couple de ce qu'on va appeler les néo-ruraux, Ouais. qui était encore en bureau quelques années avant. Donc il gère le gîte, le mec est cuistot vegan, bon, personne n'est parfait, et donc il gère la Ça cuisine, peut arriver à des gens bien, malheureusement. et en même temps il est à fond dans son truc d'ultra trail, quoi. Donc le mec est dans son élément. Tu sens un mec en harmonie, quoi. Et un soir, en fait, on est en mode salon, un petit peu style coin du feu. Et il raconte une anecdote que le Colombien a déjà entendue. Donc il switch en catalan. Ouais. Moi, natif de Perpignan, tu te doutes que ça me parle. Tu me connais. Et il commence à dire que quand il était enfant et même ado, et puis au début de sa vie, tu vois, il n'était pas forcément aligné, il n'était pas forcément en phase. Tu vois, il était un peu en quête d'identité. D'accord. Et parce que il a grandi seul avec sa mère, donc ce qui est mon cas. Et bon, lui, il raconte que sa mère joue le rôle du père, et du coup, il y avait un peu une dissonance en fait au niveau de son identité. Et en fait, il a passé un certain temps, du coup, en quête d'identité, à toujours aller chercher, à peut-être aller vers les autres, mais dans le trop, tu vois, à peut-être un peu se griller comme ça. Et moi, ça me parle en fait parce que j'ai longtemps montré patte blanche au travail, ce qui était sûrement, vu les valeurs, pas une bonne chose parce que ça me faisait passer du côté de la soumission. Il y avait quelqu'un qui comptait pour moi, qui était dans la boîte et qui était un peu comme une figure paternelle, mais qui se chargeait en fait de représenter l'autorité et avec qui on était dans l'incommunicabilité pendant très très longtemps avant que finalement on puisse crever l'abcès. Ouais. Et ça a été un peu d'ailleurs une source de souffrance pendant longtemps. Et donc le mec continue son anecdote et il dit je suis allé voir je sais pas si c'est une sophrologue ou une naturopathe ou quelque chose comme ça qui l'a réaligné, tu vois. D'accord. Et que là en fait il fait les trucs qu'il aime, il est bien et bon, grosso modo il est transfiguré, quoi. Il est en phase et il kiffe. Et moi je me rends compte que les derniers mois en fait m'ont un peu servi aussi parce que face à des égos gonflés à l'hélium, j'ai moi aussi un ego qui s'est mis à pousser. C'est quoi ça? Tu vois, j'étais pas prêt. J'ai jamais été dans le truc de m'afficher, me mettre en avant. Euh, c'est limite si je voyais pas des gens avec des lunettes de soleil et une dégaine que je me dis ouais vas-y, il se la pète. Genre c'est bon, forcément superficiel, forcément idiot. J'étais vraiment dans un truc manichéen, quoi. D'accord. Et j'avais aussi toujours cette approche un peu, ce petit costume de binoclard, donc forcément un petit peu intello, etc. Dont je m'étais jamais vraiment débarrassé. Donc au collège, j'avais réussi à prendre un petit virage avec une intelligence sociale, à faire des blagues un peu avec tout le monde, aux grandes dames de ma mère, parce que je perdais 1 point sur ma moyenne tous les ans. mais peut-être que j'étais resté un petit peu avec ce costume, cette carapace un peu trop longtemps, à être gentil, à faire un peu le clown de temps en temps. Et ça m'avait coûté, en fait. Premièrement, à pas être pris au sérieux. Et deuxièmement, à du coup être la cible facile, entre guillemets, d'autant de nocivité de gens qui voulaient s'affirmer en face. Et je me rends compte que sur les derniers mois, j'ai coupé contact avec la plupart des gens du travail, ne serait-ce que
parce que j'avais trop de rage et je voulais pas forcément les rendre fous. Ça aurait aussi été très mal vu qu'ils soient avec moi. Et je repars avec des nouvelles personnes et en fait, j'hésite pas à parler de but en blanc de ce qui m'arrive. Même à des mecs, tu vois, que je connais pas. Qu'est-ce que t'aimes? Voilà, écoute, j'ai envie d'écouter du jazz et du blues. Ah, nous aussi. Et puis tu te retrouves avec 4 personnes à faire un truc qui te plaît, tu vois, D'accord. ou à aller voir quelque chose qui te plaît. Et je me rends compte que j'ai opéré une mue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi, alors c'est tout con, hein, mais je me suis fait opérer de la myopie un an avant. Et quand t'es myope, t'es toujours en train de lever grand haut la tête parce que pour bien voir avec tes lunettes les gens, ou t'es penché en avant parce que t'es jamais vraiment à 100% Ouais. et tu lis toujours sur les lèvres. En fait, ça fait 20-30% de la compréhension. Alors qu'au final, bah, une fois que t'as plus ça, tu vois même mal de près, ça te fait mal aux yeux, bah, tu te mets au fond d'une chaise, les jambes écartées, les couilles en éventail et t'en imposes, quoi. Et c'est des choses qui, dans les codes sociaux, aussi cons que ça soit, pour certaines personnes, c'est des choses qui comptent. Et ça te permet d'être vu autrement, quoi. Et ça, comment dire, ouais, ouais, ça t'a clairement aidé pour avancer. C'est quoi? Ça t'a donné confiance ou t'as compris justement, comme tu disais, les codes sociaux différemment? Bah, en fait, à ce moment-là où c'est, oui, bah, je vais dire ça comme ça, c'est un peu comme une quête en fait. D'accord. T'as un moment donné où on t'a enlevé beaucoup de choses, t'as été usé, pas mal sali parce qu'il y avait toujours des procès d'intention où c'était de ta faute et quand tu contextualisais, bah, c'était aussi de ta faute parce que tu parlais sur d'autres personnes. Euh, et en fait, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai fini ma quête, quoi. J'ai compris des trucs, euh, je suis bien en phase avec moi-même et toujours sur Barcelone. J'ai, entre guillemets, protégé des amis qui ont été humiliés parce que moi, au moment où tu me pousses, ben, en fait, non, je me mets pas à 4 pattes. Et puis quoi? Ben non, y a pas de licenciement. Bon, ben, ça perce un peu un petit stratagème à jour. Euh, des personnes compétentes et orientées marketing arrivent enfin donc dans la sous-direction et la personne qui arrive après moi. Donc, je laisse pas mon service en jachère et à la portée de charognard, tu vois. Et puis bon, ça aurait encore plus mis la boîte en difficulté. Et, euh, et en fait, je suis bien, tu vois. Je sens que je suis prêt du coup à partir et à passer à la suite. Donc, c'est vraiment à partir de là que je me mets à préparer le Mexique, quoi. Si tu veux, je referme le chapitre en étant toujours là-bas. D'accord. Euh, Aujourd'hui, à Chicago, c'est quoi tes perspectives? Ben écoute, en fait, quand ma copine a eu son offre donc pour faire psychologue pour un institut sur Chicago, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce que je savais qu'à un moment donné, ben, le souci du visa allait se poser. Donc en fait, c'est soit tu y vas en touriste, mais tu galères à rentrer à chaque fois tous les 3 mois, puis les prix des avions ont commencé à augmenter, soit tu trouves un taf sur place, mais c'est très dur de se faire sponsoriser un visa par une boîte, soit tu te maries, mais tu n'as pas le droit de travailler. Et là, du coup, j'ai une solution qui est peut-être un peu intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai trouvé donc un travail de reporter tourisme pour updater le guide du Petit Futé sur Chicago. Avoue, Petit Futé, ça me va bien. Le truc est fait pour toi, quoi. Sur mesure, pile Ah, poil, quoi. Et, et en fait, à partir de là, je vais voir s'il n'y a pas peut-être d'autres choses à faire pour eux sur Chicago. Euh, enfin, sur Chicago, non, sur les États-Unis. Pourquoi pas pour la partie commerciale, notamment, à nouer des partenariats avec des établissements, des hôtels. Pas la partie rédaction, actualisation, mais sur la partie publicitaire, quoi. Ça peut être une option. Sinon, bah, j'aurai aussi l'occasion de vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie de faire et sur mes projets. Comme on en parlait tout à l'heure, en voyage, il y a plein d'idées qui te viennent.
Là, on est en centre-ville, mais ma copine bosse en banlieue. J'ai commencé à lui faire des cours de français. Et du coup, je fais une partie 100% par audio. Et je sais que les Mexicains qui travaillent dans des grands complexes à Cancun et des coins comme ça, ils ont aussi 1 heure et demie dans des collectivos parce que tu as vraiment des resorts pour riches et des zones où tu n'as aucun locaux et tu as beaucoup, beaucoup de transport. Donc je pourrais aussi, ouais, pourquoi pas, essayer de vendre des petits cours de français comme ça en podcast. Euh, En fait, le premier truc que j'ai fait en arrivant à Mexico City, c'est me mettre à mon compte. Donc j'ai mon auto-entreprise. Maintenant, avec une auto-entreprise, je peux pas faire des choses liées au tourisme, comme vendre des tours, des circuits, des prestations. D'accord, non, c'est Mais comment je dire, pense que c'est sur, soumis à autorisation et à licence. Ouais. c'est ça, c'est un truc différent, ouais. Mais je pense que je vais continuer sur ma petite idée, un peu en mode passion, à faire des échanges avec certaines personnes, à rester en veille un peu sur les différents, euh, les différents coins où les gens voyagent. Pourquoi pas aussi tout en travaillant pour le petit futé à côté, parce qu'au final, manger, boire des coups et dormir, bah, c'est hors, c'est hors heure de taf. Donc, tu as 2 journées, quoi, tu vois. Ça, c'est plutôt un gros, gros avantage. Et voir, du coup, si c'est quelque chose qui peut être porteur et le professionnaliser à terme. Mais là, on parle plus de moyen long terme, quoi. D'accord. Je finis toujours mes podcasts en posant une question, ce qui est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir, soit voyager longuement, soit bosser, soit créer sa boîte? Mhm. Bah, je pense que il faut pas attendre un stimuli extérieur. Parce que si tu attends la bonne opportunité, la personne avec qui y aller, le bon timing, le plus dur, c'est de prendre sa décision. Moi, je me suis senti bien et déjà au Mexique, à la minute où j'ai réservé mon billet d'avion et 2 jours après quand j'ai lâché ma démission. En fait, il faut se mettre, souvent on parle d'organisation, d'autodiscipline, de rétro-planning. Et pour moi, c'est vraiment ce moment où tu prends ta décision de tout lâcher et suivre les différentes micro-étapes qui te séparent du moment où tu pars, ou le moment où tu commences, entre guillemets, ta nouvelle vie. Si vraiment tu ne lâches rien à ce moment-là, tout ce qui vient au moment où tu commences, c'est que du bonus, c'est naturel et ça coule de source. Si tu arrives à t'entourer des personnes qu'il te faut à ce moment-là, donc clairement pas d'un entourage ou d'un environnement nocif, c'est souvent pas mal de tourner certaines pages à ce moment-là, lâcher les gens qui sont en train de te dire ça va jamais marcher. Et une fois que tu es dans ces conditions-là, tu as juste à suivre un peu ton instinct, je pense. Ça me fait penser, comment dire, ça me fait penser au morceau au slam de Grand Corps Malade avec le morceau Ça peut chez mort, qui était sur son premier album, qui doit remonter à 2005, 2006. De 2008. 2008 2008. J'ai vu un docu sur lui il y a pas longtemps, elle a percé en 2008. Comment dire, le fameux morceau, Ça peut chez mort. Ismaël, je te remercie. Merci beaucoup, Ali. Je pense qu'il y a des chances qu'on se croise, soit en France, soit au Portugal, soit au Pérou. On va avoir l'occasion, quoi. Soit au Pérou, n'importe où. Bah écoute, d'ici là, bonnes vacances d'été. Hein. Il paraît que c'est la dernière aujourd'hui. C'est la dernière, il y aura des hors-séries cet été, mais ouais, non, ouais, comment dire, là, c'est le dernier gros numéro avant la trêve estivale. Je te remercie, Ismaël. Et bah, écoute, je te dis à bientôt et bon courage. Et écoute, je t'attends de pied ferme en France ou au Portugal. Au choix. Ah, allez. je te tiendrai au courant. On fait ça. Merci. Ciao. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce nouvel épisode. On se retrouvera sûrement pendant l'été pour des hors-séries ou des reposts de numéros d'entreprendre à l'étranger. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'été, pas de fin d'année, mais d'été, et une excellente rentrée. À bientôt.